Donc, je me présente, je me prénomme Chantal Mégarès de mon nom. Comme vous n'avez pas de visuel, vous avez des cartes de visite sur la table là-bas ou là. Donc, c'est la troisième fois, je crois, que je viens au sein de cette association. Je suis ravie d'y revenir. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai une cinquantaine d'années. J'ai 50 ans. On va enlever le cinquantaine parce que cinquantaine, ça sous-tend, je vais peut-être pas en rajouter. Ça fait quelques années déjà que je dis j'ai une cinquantaine d'années, donc je suis coach de vie, thérapeute holistique, conférencière, médium, formatrice, enfin bref, j'ai quelques casquettes. On va dire que j'accompagne les gens en général. Alors ça peut être parfois des structures, de moins en moins. J'accompagne de plus en plus l'être humain dans son individualité plutôt que les structures, parce que qui dit structure dit souvent entreprise, et que j'ai vraiment pas l'esprit entreprise. Vous savez, dès qu'on est dans l'entreprise, on parle de bénéfices, on parle de performance, etc., etc. Et c'est vraiment pas mon truc. Et dans mon passé professionnel, j'étais dans un service mobile d'urgence et de réanimation, et on raisonnait plus en termes de survie, en termes de vie, qu'en termes de bénéfices aussi, même si maintenant ça évolue un petit peu et que au sein des hôpitaux on parle aussi maintenant de bénéfices et de coûts. À mon époque, il y a une petite dizaine d'années, ça ne l'était pas encore autant qu'aujourd'hui. Donc retenez de moi que j'aide les gens à aller bien, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent. Alors ça peut être des problèmes professionnels, ça peut être des problèmes de couple, ça peut être également des problèmes de santé, ça peut être la perte d'un être cher, parce que c'est pas quelque chose de facile et de simple à vivre, surtout lorsqu'on n'y est pas préparé. Et que pour ce faire, je dispose d'une boîte à outils, et exactement comme un plombier dispose d'outils très divers en fonction de la panne qu'il va détecter, il va utiliser tel ou tel outil. Eh bien moi je vais, quand vous allez venir me consulter, je vais utiliser l'outil le plus approprié qui me paraîtra pour vous prendre en charge. Si ce n'est que dans tous ces outils que j'utilise, il y a les classiques, ce que les psy comportementalistes utilisent, et puis il y a les moins classiques tels que par exemple la médiumnité. La médiumnité, pour moi, c'est un outil, c'est pas un outil classique, et pour autant c'est un outil très performant. La psychogénéalogie aussi, je sais pas si j'ai déjà développé ce thème ici, c'est un outil pour moi de diagnostic qui est très performant également, puisque nous sommes le fruit d'un arbre généalogique, et qu'en fonction de ce que nos ancêtres ont vécu, pas vécu, mal vécu, on va être dans des schémas de réparation, de reproduction, de transmission. Donc, et très récemment, j'utilise un nouvel outil dont j'ai envie de vous parler, parce que moi, il me semble révolutionnaire, cet outil. Ce sont les barres d'Access. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît cet outil-là. Est-ce que quelqu'un le connaît? Les barres d'Access Consciousness? D'accord. Vous le connaissez à titre personnel ou vous le pratiquez? Vous avez eu une séance? D'accord. Vous avez mesuré les bienfaits immédiats ou pas? Ou pas, hein? Ou pas. Ne vous dites pas qu'il vous en faut plus, parce qu'on est incapable de dire combien de séances il faut. Alors, pour que vous sachiez de quoi il s'agit, cet outil, la meilleure façon que j'ai moi de vous en parler, c'est de prendre l'exemple de la poste. Vous savez, aujourd'hui, quand on veut un courrier, on envoie un mail. Il y a quelques années, quand on voulait envoyer un courrier, quelques siècles, on va dire, on avait recours à un messager. Si on prend les années 1700, 1600, 1700, déjà c'était pas accessible à tout le monde, mais en plus, quand vous étiez à Paris, que vous vouliez envoyer un message à Marseille, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien de tout ça, donc il fallait trouver un messager, et ce messager à dos de cheval traversait la France, et au bout de plusieurs jours il arrivait, il remettait en main propre la missive. Ça, c'est quand tout se passait bien, parce que s'il se faisait attaquer par des bandits de grand chemin en route, il n'arrivait pas, et la missive non plus n'arrivait pas. Eh bien, imaginez un instant que si ce brave homme, dont c'était le métier, transmettre le courrier, imaginez un instant qu'on ait dit à ce brave homme, un jour ton métier n'existera plus, il sera complètement obsolète, il n'existera plus, parce que le courrier, pour l'envoyer, pour le distribuer, on aura juste à le taper sur un ordinateur, un clavier, et au moment même où on appuiera sur une seule touche, la lettre, elle arrivera instantanément chez des milliers de personnes
où qu'elle se trouve, y compris à l'autre bout de la planète. Hein, c'est le principe des mails. Aujourd'hui, on utilise tous des mails et c'est pas miraculeux pour nous. On sait comment ça fonctionne. Imaginez la réaction qu'il aurait pu avoir, ce brave messager. Il nous aurait pris pour des fous. Il n'y aurait pas cru. Il n'aurait même pas pu le concevoir, ça. Eh bien, ce type de soins dont je vous parle, c'est exactement la même chose. C'est des soins quantiques. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand vous aviez une difficulté, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, il fallait réfléchir. Et pourquoi je l'ai, et comment je vais m'en débarrasser, et comment ça fonctionne, et comment j'ai réussi, et comment je vais pas y arriver. Et c'était le mental qui prenait l'affaire en main. Aujourd'hui, vous n'avez pas à réfléchir d'où ça vient, comment ça fonctionne. Et le thérapeute non plus. Enfin, on appelle même plus ça des thérapeutes. Les gens qui font ce genre de séances ne sont pas des thérapeutes, ce sont des facilitateurs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vous faciliter la libération de mémoire. Hein. Et je trouve ça extraordinaire. Et alors le concepteur, qui est un Américain qui s'appelle Gary Douglas, il a tellement envie que ça se propage très rapidement qu'il a fait en sorte que ce soit transmissible très simplement. Donc vous pouvez vous former à cette technique en 3 jours seulement, parce qu'il n'y a rien à savoir, il y a rien à savoir. Il y a juste à savoir comment on fait. C'est-à-dire qu'il y a une méthode, mais c'est pas mental, il n'y a pas besoin de lire des livres entiers, etc., etc. Donc et il a demandé à ce que tous les enfants qui reçoivent ce genre de soins entre guillemets, ce soit gratuit pour eux, ce soit accessible pour eux, parce que les enfants d'aujourd'hui sont l'humanité de demain, et que plus on va libérer d'enfants aujourd'hui, eh bien plus l'humanité de demain sera sereine. Hein. Alors simplement pour vous expliquer comment ça fonctionne, là j'ai fait l'analogie. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais prendre l'exemple des veines, des varices. Quand on a une varice, on va chez le phlébologue injecte un produit dans la veine, un produit de synthèse, ça s'appelle scléroser la varice. En fait, il bouche le tuyau, c'est de la tuyauterie, hein. Il bouche d'un côté et en fait ça crée une dérivation. Et bien là, c'est exactement pareil au niveau du cerveau, au niveau de l'énergie qui circule dans le cerveau. Ils ont fait des EEG, donc des encéphalogrammes, à des gens qui, juste avant qu'ils reçoivent la séance, pendant qu'ils la recevaient et après qu'ils la recevaient, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais en tout cas, une chose de sûre, c'est que l'imagerie est complètement modifiée. Donc il se passe bel et bien quelque chose. Alors ce monsieur qui a développé cette technique, lui-même il l'a reçu en médiumnité, il l'a reçu, donc lui-même il y croyait pas tant que ça au début. Quand il l'a reçu, il y croyait pas plus que ça. Donc voilà, ça c'est c'était une petite anecdote pour vous parler de cette technique. Si vous en entendez parler, allez expérimenter, parce que franchement, c'est la DSL d'internet, c'est le laser de ce qu'on veut, c'est les mails à la place du messager. Voilà, alors je tiens à démarrer cette conférence tout d'abord en remerciant François Paris, le président de cette association, son épouse Pascal, et puis les petites mains qui les assistent autour. Hein. J'ai vu la fille qui partait en courant chercher le cordon qui manquait, etc. Voilà, c'est quand même du travail en amont, tout ça. Donc merci infiniment pour votre participation à un monde meilleur, parce que j'imagine que c'est pour ça que vous le faites. Hein. Vous savez, il y a toujours le but du but. Hein, le but, pourquoi François fait ça, le but c'est que ça lui fait plaisir, c'est important pour lui, mais le but du but, c'est vraiment de participer à un monde meilleur. Parce que quand on voit ce qui se passe autour de nous, que ce soit autour de nous chez nous, autour de nous dans notre famille, autour de nous dans notre village, dans notre ville, dans notre pays, ou à maxima sur la terre, c'est quand même pas réjouissant. Donc merci infiniment pour tout ce que vous faites. Alors le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est « Aller bien, ça s'apprend ». J'aurais pu dire « être bien », puisque « aller » c'est un verbe, hein, c'est un verbe d'action. Aller, on est encore dans le faire, hein, alors qu'on devrait être dans l'être. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Pourquoi j'ai pas intitulé le thème de cette conférence « Être bien » ? Parce que je considère que ça passe déjà par une action. Pourquoi ? Parce que tous ici, vous êtes là aujourd'hui, vous avez tous vécu des souffrances, vous avez tous un chemin de vie, vous avez tous une histoire que vous traînez, et il y a forcément eu des moments difficiles. Je n'ai jamais rencontré un être humain qui n'ait pas souffert. J'ai rencontré des êtres humains privilégiés qui ont été gâtés par la vie, qui ont été souvent épargnés pendant un certain temps, mais pas éternellement. Pas éternellement. Récemment, un monsieur d'une 50aine d'années me disait, vous savez Chantal, j'ai une chance inouïe, j'ai été très épargnée jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50 ans, il avait vécu aucun drame, pas perdu un être cher, pas vécu de difficultés professionnelles, de santé. À 50 ans,
à 50 ans, tout lui est tombé sur le nez. Il a perdu ses parents en quelques mois, il a perdu un enfant, il a perdu son entreprise, il a eu un infarctus, enfin tout est arrivé d'un coup. Il me disait, moi qui me sentais épargné, et je crois pas qu'il y ait d'êtres humains qui soient épargnés par la souffrance, parce que la souffrance, pour moi, c'est vraiment ce qui conduit à la conscience. C'est-à-dire que quand on ne souffre pas, on ne se pose pas de questions. Quand tout va bien, on se pose pas de questions, on avance, on réfléchit pas. C'est quand ça fait mal qu'on commence à se poser des questions. C'est quand on est rattrapé par des épreuves, par des douleurs, que là on se dit, mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi elle, pourquoi ça, pourquoi... Il y a forcément une explication. Et quand on cherche, ben effectivement, on trouve ou pas. En tout cas, l'idée c'est de trouver un sens à ce que l'on vit, parce que quand on vit des choses terribles et qu'on n'arrive pas à y donner du sens, ben on n'a qu'une envie, c'est d'en finir. Et là, je vais plutôt m'adresser aux dames plutôt qu'aux messieurs, mais messieurs, vous avez quand même une imagination que vous allez pouvoir faire travailler. Vous savez, c'est les souffrances de l'accouchement. Toutes les femmes qui ont accouché, elles savent pertinemment que c'est pas une partie de plaisir d'accoucher. Et pour autant, on a toutes eu envie de revivre l'expérience, et on l'a tout accepté, et on est même toutes capables de dire c'est extraordinaire. Alors c'est pas extraordinaire de souffrir, c'est extraordinaire de mettre un enfant au monde, c'est extraordinaire de porter la vie et de la transmettre, mais c'est pas extraordinaire d'accoucher, ça fait terriblement mal d'accoucher. Sauf que cette souffrance-là, elle a un tellement beau sens qu'on n'a pas de problème pour l'endurer, on n'a pas de problème pour la traverser, et on l'oublie très rapidement. La souffrance, c'est quelque chose que l'on peut oublier, et moi je vous encourage à les oublier, vos souffrances. Mais avant de les oublier, avant de les caser, il faut quand même les nettoyer, il faut porter un autre regard dessus. Alors c'est tellement important pour moi d'apprendre aux gens à aller bien, que j'ai compris aussi que on peut aider les gens à aller bien, et donc apprendre à aller bien. Aller bien, ça s'apprend, mais aider à aller bien, ça s'apprend aussi. Donc du coup, j'ai fondé un centre de formation pour transmettre mes connaissances, et peut-être que vous avez entendu parler de l'économie de la connaissance, non? Idriss, je t'invite à voir avec ce monsieur, il donne des conférences sur l'économie de la connaissance. Il est assez branché avenir écologique, humainement parlant, et il explique très bien, ce jeune homme. Il donne pas mal de conférences à Sciences Po, tout ça, il tourne pas mal sur YouTube. Il dit voilà, l'économie de la connaissance, c'est quoi? Une connaissance, et moi ça résonne en moi parce que j'ai toujours défendu ce point de vue-là. La connaissance, c'est quelque chose qui doit se partager. Une connaissance qui n'est pas partagée est une connaissance perdue. C'est-à-dire que si je sais quelque chose et que je ne le transmets pas, ça va partir avec moi et c'est perdu. Et souvent, les gens, quand ils ont une connaissance, souvent il y a des raccourcis avec le pouvoir. On le voit dans le milieu de l'entreprise, avec les brevets, avec ci, avec ça, avec l'espionnage industriel. Quand on a des bonnes idées, il faut les garder parce qu'on veut pas qu'elles rapportent aux voisins. Et c'est une affaire économique. Donc imaginez, si j'ai un billet de 10 € et que je vous le donne, une fois que je vous l'ai donné, je ne l'ai plus. Donc en vous le donnant, moi, je vais pas considérer que je m'appauvris parce que je connais les lois de la création, mais la plupart des gens vont s'imaginer qu'ils s'appauvrissent. La connaissance, je détiens une connaissance, je vous la transmets, je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours en moi, cette connaissance. C'est juste que je l'aurai démultipliée. Donc la connaissance doit vraiment, véritablement être partagée. C'est comme le bonheur. Vous savez, le bonheur qui n'est pas partagé, il vaut pas le coup d'être vécu. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est imaginez 30 secondes que vous avez gagné la super ultra archi grosse cagnotte du loto, celle de tous les temps, et que vous pouvez réaliser absolument tous vos rêves, mais seul. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une île paradisiaque, un château, des centaines de Ferrari pour les messieurs, avec des Porsche, etc. Imaginez que vous pouvez avoir tout ça, mais vous serez seul pour le vivre. Les 48 premières heures, vous faites le tour de l'île avec la Porsche, la Ferrari, avec toutes les voitures, à mon avis. Mais le lendemain, ou le surlendemain, très rapidement, ça perd tout son sens. Vous êtes d'accord avec ça? Le bonheur, s'il n'est pas partagé, il vaut pas le coup d'être vécu. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce système de transmission de la connaissance. Et c'est pour ça que Gary Douglas, il l'a compris aussi ça lui, que Gary Douglas veut que cette méthode se transmette très rapidement, très simplement, et que ce soit accessible à tous. Donc il n'y a pas de prérequis pour faire pour se former à ce genre de méthode. Alors ce que je vous propose, ça vous ennuie si je m'assois?
Non, parce que vous êtes tous assis. Je vais être debout, je vais avoir mal aux jambes ce soir. Faut que je prenne soin de moi. Ça, je vais vous l'apprendre pour aller bien. Il faut apprendre à prendre soin de soi. D'accord? Alors, je vous propose de vous parler un tout petit peu de moi pour que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé. Je vous propose également de vous expliquer pourquoi vous avez mal, parce que pour moi, c'est exactement comme un nœud. Si on comprend comment il a été fait, on comprendra plus facilement comment le défaire. Et puis, je vous présenterai quelques moyens. Vous piocherez dedans pour aller bien. Alors je vous disais, je fonctionne un petit peu comme un plombier avec différents outils que j'adapte en fonction des demandes. En ce qui concerne ma médiumnité, parce que c'est quand même une grosse partie de la conférence, on va faire après la conférence une séance de médiumnité. Je pense que ça vous intéresse de savoir comment ça m'est arrivé. Donc mes premiers signes de médiumnité, je les ai moi constatés à 4 ans. En tout cas, c'est le plus vieux souvenir que j'ai. J'avais 4 ans, donc je savais des choses, mais je ne savais pas comment je faisais pour les savoir, sauf que je les savais. Vous voyez, par exemple, ce qu'on sait, on sait comment on fait pour le savoir. On sait que le soleil tourne autour de la Terre parce que on nous l'a appris. Moi, je savais des choses, mais c'était évident. Donc, mais à 4 ans, vous savez, vous comprenez pas. Hein, donc, je savais qu'un tel allait mourir, mais voilà, je savais qu'il allait mourir le week-end suivant, mais moi, je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça. Donc, et je le disais assez naturellement. Ce que je ressentais, je le disais. Et puis, ça m'a valu quelques remarques très, très désagréables pour la petite fille de 4 ans que j'étais. Et notamment, quand j'ai annoncé un décès qui est arrivé 2 jours après, on m'a dit, mais c'est toi qui l'as fait mourir, tu es une sorcière. Mais on l'a dit certainement en plaisantant parce que c'était quelqu'un de bienveillant qui l'avait dit. Sauf que moi, du haut de mes 4 ans, j'ai vraiment cru un moment que la personne était morte à cause de moi. Alors j'étais d'autant plus culpabilisée que je n'avais à aucun moment souhaité le décès de cette personne, mais comme les adultes pensaient que c'était moi qui l'avais fait mourir, je le pensais. Donc vous imaginez à quel point j'ai dû mettre le couvercle là-dessus pendant quelques années. Donc j'appelle ça l'enfouissement de survie. Et puis voilà, ça, j'ai laissé passer des années, tout en ayant une conscience assez aiguë d'autres formes de vie. Voilà, quand j'avais 6-8 ans, pour moi, l'existence des extraterrestres c'était acquis. Sauf que quand j'entendais des gens plus âgés que moi qui en parlaient, qui disaient oui, mais Mars, à l'époque, on envoyait des sondes sur Mars, on commençait à parler des Martiens. Et quand on parlait des Martiens, les gens disaient des petits bonhommes verts. Et moi, j'interpellais mon entourage en disant mais pourquoi vous voudriez que ce soit des petits bonhommes verts? C'est peut-être des triangles roses ou des carrés bleus. Enfin, ils ont peut-être une toute autre apparence que nous. Et je devais avoir 6 ans quand je disais ça. À l'adolescence, j'ai eu besoin de me rassurer, donc je me suis vite raccrochée à une explication rationnelle en me disant voilà, je suis du signe de la Vierge est mystique et très intuitive, tout va bien, je suis juste intuitive, un petit peu mystique parce que j'étais quand même fascinée par le paranormal, par les décorporations, par les voyages astraux, le cordon d'argent, c'était des choses vraiment qui me fascinaient, mais à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, donc c'était beaucoup plus difficile d'avoir les informations. Et puis le premier décès marquant auquel j'ai été confrontée, j'avais 17 ans, c'était un petit garçon, Sébastien, qui avait 3 ans, que je considérais comme mon enfant. C'était vraiment, je considère que c'était mon premier enfant. Il a perdu la vie de façon tragique, de façon accidentelle. Et là, il s'est passé pas mal de choses à la suite de ce décès-là. Et puis après ça, on est rattrapé par la vie, par le quotidien, par le travail, les enfants. On se marie, on fait des enfants. Et je travaillais dans un service mobile d'urgence et de réanimation. Donc autant vous dire que on parle pas trop de paranormal et de médiumnité dans ce milieu-là. On parle plutôt d'efficacité, de tout ça. Et quand j'étais dans ce service, j'ai eu la chance de côtoyer un médecin qui était plus qu'un médecin puisqu'il était lui-même médium, il était guérisseur, il avait travaillé avec les Philippins, il avait fait des choses absolument extraordinaires. Et un jour, il me dit, mais je me dispute avec lui un jour parce qu'il y avait une intervention sur un arrêt cardiaque et puis il met 10 minutes pour embarquer dans la voiture et je lui dis, mais écoute Alain, ça fonctionne pas comme ça, tu peux pas faire ça, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable, quoi. Il me dit, mais il est mort. Je lui dis, mais évidemment qu'il est mort, il est en arrêt cardiaque. Et c'est pour ça que je t'ai bipé, c'est parce que voilà, il faut le réanimer. Et il me dit mais lui on le ramènera pas.
Et je lui dis, mais comment tu peux prétendre qu'on ne le ramènera pas? Moi, j'étais vraiment dans la technique, dans la performance, il me dit, parce que on le ramènera pas. Lui, il savait. Et comme moi, j'avais fermé un petit peu. Alors, paradoxalement, j'avais toujours mon intuition, c'est-à-dire que quand un patient franchissait le seuil des urgences, je savais instantanément, mais il fallait qu'il soit en face de moi. Je savais instantanément si c'était médical, chirurgical, si c'était urgent, si c'était pas urgent, s'il fallait appeler du renfort, enfin, à tel point que le chef de service de mon service de l'époque avait donné la consigne. J'étais sous autorité médicale, hein, j'étais pas médecin, donc le médecin avait une autorité sur moi. Il avait donné la consigne au médecin que si je disais c'est comme ça, faut faire ci, fallait pas discuter. On discutait pas quand Chantal disait quelque chose, on le faisait parce qu'il avait remarqué qu'effectivement, je ne me plantais jamais, j'avais un niveau d'anticipation plus que justifié. Et ça, je devrais pas le dire, mais j'assume. On faisait des paris, vous savez, à l'hôpital. Ce que l'on vit, mais non, mais c'est vrai. Ce que ne portez pas notre regard sur le personnel hospitalier parce qu'ils sont toujours aussi admirables. Mais vous savez, c'est tellement dur ce que l'on vit à l'hôpital. Moi, j'étais dans un service d'urgence et de réanimation. Ça n'était que des choses graves. Tous les jours, il y avait des décès et c'était pas forcément des fins de vie ou des phases terminales de cancer. C'était annoncer à une maman qu'elle vient de perdre 3 enfants dans un accident de voiture, annoncer à une dame que son mari vient de faire un infarctus sur son lieu de travail, des choses comme ça. Et ce que l'on vit est tellement lourd qu'on a besoin de compenser pour ne pas décompenser. Hein. Et de quelle façon on compense? En rigolant comme des tordus de tout et de rien, de vous, hein, des patients. Forcément, on rigole des patients, hein, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient gros. On en rigole parce que c'est ce qui nous aide à tenir. Hein. Et donc voilà, on faisait des paris et moi j'étais forcément j'étais incollable au niveau des paris, je gagnais tous les paris qu'on faisait parce que j'avais cette intuition. Et un jour quand j'ai eu cette altercation avec mon ami Alain, il me dit bon écoute, on discute pas maintenant, je descends te voir ce soir, on discutera. Il vient me voir, il me dit bon écoute, il est grand temps que tu saches que tu es médium. Je lui dis quoi? Il utilisait ce terme, moi c'est la première fois que j'entendais parler ce terme. Le mot médium, je ne le connaissais pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et il me prend par la main, il m'emmène dans un box de déchoc et me dit, tu vois, là, les guides sont là, ce monsieur va mourir, les guides. Et je ne voyais pas, moi, à l'époque, parce que ma médiumnité était progressive, ça s'est réouvert de façon très progressive. Aujourd'hui, je vois, à l'époque, je ne voyais pas. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, tu vois, là, il y a un tel, il y a le guide et tout. Et comme c'était quand même quelqu'un, quand il était aux urgences, c'était la cour des miracles, hein, la cour des miracles. Il était véritablement guérisseur, mais guérisseur instantané. Hein. C'est-à-dire que les gens arrivaient en hurlant sur un brancard parce qu'ils avaient une douleur terrible. Hop, hein, il faisait 2-3 trucs et clac, la personne s'arrêtait. Donc je me suis dit quand même, c'est pas n'importe qui. Il a pas fumé la moquette, il raconte pas des histoires, donc il faut que j'en sache plus. Donc je le reprends et je lui dis mais attends, tu peux pas me laisser comme ça, tu peux pas me dire que je suis médium et qu'il y a les guides et que faut que tu m'aides. Et là il m'a initié, il m'a expliqué tout ce que lui savait, tout le chemin qu'il avait fait. Et il m'a dit de toutes les façons tu pourras pas rester à l'hôpital, il va falloir que tu partes parce que voilà les guides t'attendent aussi, mais t'attendent pour ta mission sur Terre. Et là j'ai accepté petit à petit. Vraiment ça s'est fait de façon progressive. Entre-temps j'ai perdu mon papa et quand mon papa est passé de l'autre côté, là ça a été assez extraordinaire parce que je le voyais, je l'entendais, mais alors comme s'il était là, mais sans que ça me surprenne, sans que ça me choque, sans que je parle de médiumnité. C'était à peu près dans les mêmes temps. Il était là, il me parlait, on faisait des trucs ensemble et voilà. Aujourd'hui quand je raconte l'histoire, je me dis quand même ça aurait dû m'interpeller et ça ne m'interpellait pas. Et puis après ça, j'ai perdu 2 autres personnes très proches, 2 amis. Et là, ça a été, pourquoi je vous dis ça? Parce que ma médiumnité était, il y a eu des paliers. Hein. Et aujourd'hui, je considère que nous sommes tous médiums. Et je vous le dis à tous, vous êtes aussi médiums que moi. On est tous médiums, on est tous constitués de la même façon. Simplement, on a tous un chemin de vie différent. On a des missions différentes. Alors, il est bien évident que si dans votre chemin de vie, il n'est pas inscrit que vous fassiez de la médiumnité en salle, ça n'arrivera pas. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, ça n'arrivera pas. Si maintenant il est inscrit que vous en fassiez, vous pourrez faire comme moi, freiner des cas de fer, ça arrivera quand même. Moi, je peux vous assurer que j'ai tout fait pour ne pas faire de médiumnité en salle. J'ai refusé catégoriquement. J'avais dit, c'est hors de question.
La médiumnité, ok, certainement pas en salle. J'ai pas besoin de reconnaissance, j'ai pas besoin de m'exposer, j'en vois pas l'intérêt. Je peux aider individuellement, tranquillement chez moi. J'ai pas besoin d'aller faire le guignol derrière un micro. Il y a plein de gens qui rêvent de ça. Je laisse la place aux autres. Et je vous assure que vraiment, ils m'ont poussé en salle. Et voilà. Et depuis, un jour, on m'a mis devant le fait accompli, et ça fait des années maintenant que ça dure. Donc voilà. Et cette médiumnité, elle ne fait que elle est très c'est très très très, vous voyez, je trouve pas toujours les mots, très variable. Par exemple, cette semaine il m'est arrivé un truc encore, j'ai donné une conférence sur la psychogénéalogie organisée par une mairie, par un service culturel de mairie, donc fallait zapper le côté médium parce que il y avait les politiques qui étaient là dans la salle pour vérifier. J'intervenais pas de façon bénévole, j'intervenais de façon professionnelle en étant rémunérée, donc fallait surtout pas parler de médiumnité. Et à un moment donné, il y a quelqu'un dans la salle qui me pose une question. C'était sur j'étais en train de dire qu'on n'a pas intérêt à couper les ponts avec les gens de notre famille dans certaines situations. Et ce monsieur pose une question, il me dit « Ah mais moi de toutes les façons, avec mon frère, j'ai coupé les ponts et c'est réglé. » Et là le guide me dit « Eh ben dis-lui qu'au moins maintenant il sait pourquoi il a eu ce triple pontage. » Et donc, mais je devais pas faire de médiumnité. Et là, je lui dis, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je lui dis, bon, moi, vous savez pourquoi vous avez votre triple pontage? Il me regarde, il me dit pourquoi? Je lui dis, vous coupez les ponts, on les refait, hein, les ponts, hein. Et là, il me dit, mais comment vous savez que j'ai été ponté? Et là, je dis, vous avez été ponté, enfin, pirouette, cacahuète, j'ai vite détourné. Mais depuis quelque temps, ils interfèrent, c'est-à-dire que il y a mon système de pensée à moi, puis il y en a un deuxième qui n'est pas le mien, qui se superpose sur le mien. Et ça peut être très déroutant dans une discussion, parce qu'ils vont plus vite que la raison. Mais sûrement parce qu'eux, ils pensent que c'est plus raisonnable aussi de le faire. Enfin, peu importe. Vous n'avez pas le visuel, donc il vous manque quelque chose là. Hein. Alors j'avais mis une image de mon site internet, hein, parce que je tiens à vous sensibiliser. J'estime que vous allez voir, on est toujours enfermé dans un triangle victime, sauveur, persécuteur. Victime, bourreau, on est toujours en train de se plaindre, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'autre, etc., etc. Et moi aujourd'hui je dispose de peu de temps parce que tous les week-ends je suis en intervention, donc les semaines sont courtes et bien chargées. Et comme vous, j'ai une famille et plein de choses à faire. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le temps se contracte. On a de moins en moins de temps, on a de plus en plus de choses à gérer. Et aujourd'hui je suis quand même très parasitée par plein de choses qui sont pas importantes. Donc, je prends ma responsabilité et quand je démarre les conférences, je sensibilise les personnes que je croise au fait que aujourd'hui, je ne peux pas répondre au téléphone pour des questions administratives, pour ne m'appelez pas pour savoir à quelle date je serai à Lyon ou à quelle date je suis passée à Cluse. C'est encore moins important si c'est plus d'actualité. Allez plutôt sur mon site internet ou sur ma page Facebook. Tous ces renseignements-là, les tarifs des séances, les dates, les lieux, les organisations de séminaires, vous allez trouver ça sur le site. Je préfère utiliser le temps qui est à ma disposition à aller bien ou à aider à aller bien plutôt qu'à faire de l'administratif. Le problème, c'est que la particularité, c'est que je ne suis pas dans une démarche de faire du bénéfice, de faire de l'argent, de faire des choses comme ça, même si l'argent, c'est quand même c'est ce qui graisse la charnière du système dans lequel on est. Pour autant, j'ai pas les moyens de m'offrir une secrétaire. Ce serait tellement plus simple que j'ai une secrétaire qui dise tout ça et qui réponde à tout ça. Le problème, c'est que voilà, on peut pas, ou alors il faut plus intervenir bénévolement. Donc voilà, vous allez jouer le rôle de la secrétaire, vous allez aller sur le site internet ou sur la page Facebook pour avoir les détails administratifs. Merci de prendre cet aspect-là en considération. Hop, alors, allez bien, je vous le disais, ça s'apprend. Vous ne savez pas vraiment aller bien. Sans ça, vous seriez pas forcément là aujourd'hui. Par contre, vous savez aller mal. Et pourquoi vous savez aller mal? Parce que dès votre plus jeune âge, on vous a appris à aller mal. Et des fois que vous n'ayez pas compris, on vous l'a réappris. Que ce soit vos parents, que ce soit vos instituteurs, que ce soit la société, que ce soit vos patrons d'usine, de vos employeurs, que ce soit qui que ce soit, vous avez été confrontés tout au long de votre vie à des gens qui vous laissaient penser que, enfin, qui vous
qui vous apprenez à aller mal, en fait. D'accord? Alors, de quelle façon? Déjà, au tout début, quand vous êtes bébé, vous êtes dans votre berceau, vu les âges que l'on a, à peu près, hein, aujourd'hui, un enfant, il naît, on sait que quand il pleure, c'est qu'il a un besoin. On sait que les pleurs d'un enfant, c'est un moyen de s'exprimer et qu'il y a un besoin. C'est parce qu'il a faim, c'est parce qu'il a mal, c'est parce qu'il a soif, c'est parce qu'il a besoin, il a peur, il a besoin d'être câliné. Mais un enfant ne pleure pas pour rien. Nous, quand on pleurait, quand on était bébé, à moins d'avoir eu des parents très avant-gardistes, pour certains, on était nourris à l'heure. Hein. Si c'est pas l'heure, on le nourrit pas. Donc l'enfant, il pouvait pleurer, il pouvait être en hypoglycémie. Vous savez qu'une hypoglycémie chez un bébé, c'est une douleur épouvantable. Hein. Un bébé souffre quand il est en hypoglycémie. N'importe quel médecin pourra vous confirmer ça. Hein. Et bien pour autant, il y a une génération où les enfants, on les laissait pleurer parce que on avait décidé de les allaiter à l'heure. Alors si parmi vous, il y a des mamans qui ont élevé leurs enfants comme ça, c'est pas la peine de vous faire du mal et de culpabiliser. Vous étiez persuadé de bien faire à l'époque. Mais déjà, ça c'est la première façon dont on nous a appris à aller mal. Après, quand vous êtes scolarisé, dès qu'on arrive à l'école, on nous apprend qu'il y a un premier et un dernier. Alors le premier, il est censé être meilleur que tout le monde, et le dernier, il est censé être le plus nul, le moins bon. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. On peut être super intelligent, on peut avoir plein de potentiel, plein de talents, et ne pas aimer l'école et ne pas être bon à l'école. Hein. D'ailleurs, on connaît plein de gens qui ont brillamment réussi dans la vie sans avoir fait de grandes études. Hein. Et quand je dis brillamment réussi, je pense par exemple à notre amie Céline Dion, que je prends en exemple dans la conférence de psychogénéalogie. Elle n'a pas fait de longues études, hein, Céline Dion. Hein. C'est pas une personne très instruite. Enfin, en tout cas, elle n'a pas fait des études scolaires. Et pour autant, regardez la réussite qu'elle a. Vous allez me dire, elle le doit à sa voix. Mais je pense qu'on a tous un talent. On a tous des dons, on a tous un talent. Je vous disais tout à l'heure, on est tous constitués de la même façon. On a tous deux mains. On va pas forcément être tous peintres, sculpteurs, dessinateurs. On a tous une voix. On va pas tous être chanteurs. On a tous une intuition. On va pas tous être médium. On a tous deux jambes. On va pas tous être champion olympique de course à pied. Mais pour autant, on a tous une particularité qu'on pourrait développer. L'idée, c'est que, on vit dans un système où on va pointer de façon négative nos faiblesses. En réalité, on devrait pointer de façon positive nos facilités pour qu'on puisse développer nos talents. C'est ce que dans les écoles Steiner ou les écoles Montessori, ils ont tendance à faire. Hein. Et effectivement, je pense à ce monsieur André Stern, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. Il y a des vidéos de lui sur Internet, sur YouTube. Il y en a une qui est intitulée « Je n'ai jamais été à l'école ». D'un monsieur d'une 40 ou 50aine d'années qui n'a jamais mis les pieds à l'école, et pourtant il dit j'ai jamais cessé d'apprendre. Évidemment, c'est quelqu'un de très instruit qui donne des conférences de haut niveau, mais voilà, aujourd'hui, on est dans un système qui ne nous apprend pas à aller bien, qui ne nous aide pas à aller bien. Dans les gens que j'accompagne aujourd'hui, les gens qui viennent me voir pour des mal-être, hein, il y a beaucoup de problèmes de couple, certes, il y a beaucoup de problèmes professionnels. Vous avez remarqué qu'il n'y a jamais eu autant de mal-être dans les entreprises, il n'y a jamais eu autant de burn-out, alors qu'il n'y a jamais eu autant de chômage. C'est bien qu'il y a un sacré paradoxe là. Voilà, c'est pas parce que vous êtes dans une entreprise et que dans votre entreprise on vous laisse penser qu'il faut fonctionner comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, qu'il faut le faire. Parce que les gens se persuadent qu'effectivement, pour garder son travail, il faut fonctionner comme l'employeur le souhaite, et du coup, ils vont à l'encontre de leur propre fonctionnement, de leur propre nature, et du coup, ils finissent par y laisser leur peau. Quand je dis leur peau, ça peut être un suicide, ça peut être un cancer, ça peut être un burn-out, ça peut être en tout cas, ça finit mal. La souffrance, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, c'est un voyant qui doit nous alerter. Quand dans votre voiture, le voyant rouge s'allume, en général, vous en tenez compte. Si c'est le voyant d'huile, vous n'allez pas continuer de rouler. Ou alors vous êtes très blonde. Mais quand le voyant s'allume, en général, on en tient compte et on fait ce qu'il y a à faire. Au niveau de la souffrance, c'est exactement pareil. La souffrance, c'est vraiment un indicateur qui vous indique que vous n'êtes pas en train de vivre ce pourquoi vous êtes fait. Alors, vous n'avez pas choisi d'aller mal, mais vous pouvez décider d'aller bien. Et quand je vous dis vous pouvez décider, pour moi, c'est un choix. C'est-à-dire que l'enfant, il choisit pas, mais l'adulte, il peut choisir. Et aujourd'hui, il y a que des adultes dans la salle. Donc, je vous le dis haut et fort, vous pouvez décider d'aller bien. Quelle que soit votre histoire passée. De toutes les façons, votre histoire passée, dites-vous bien une chose, hein, c'est qu'on ne pourra pas la changer.
Vous pourrez, vous, si vous le décidez, changer le regard que vous portez sur votre passé, mais on ne pourra pas changer votre passé. Et de toutes les façons, si vous ne décidez pas d'aller bien, vous continuerez d'aller mal. Et je fais des jeux de mots et j'avais marqué « décider » ou « décéder ». Alors décéder, on décédera, hein, ça c'est inéluctable, mais on peut décéder après avoir vécu une vie riche, épanouissante, qui nous a qui a nourri l'être que l'on est, et voilà, et qui s'éteint comme une bougie parce que c'est l'histoire de la vie. On n'est pas obligé de mourir dans des souffrances terribles, on n'est pas obligé de mourir à 40 ans, on n'est pas obligé d'en baver avant de partir. C'est pas prévu, c'est pas dans le plan, croyez-moi. Nous sommes malheureux, vous êtes malheureux parce que vous voudriez que les choses soient autrement. Et ça, c'est un des fondements de ce que je souhaite vous transmettre. C'est-à-dire que si on veut on voudrait que les choses soient d'une façon, et si elles ne sont pas d'une façon, on va coincer. Par exemple, cette conférence, voilà, si on avait absolument voulu la démarrer à 14 heures comme prévu avec le diaporama, eh ben si on lâche pas, on est mal. Voyez, alors que si on accueille, on se dit, eh ben c'est comme ça, c'est un contretemps. Ça veut pas dire qu'il faut tomber dans un fatalisme, dans un je m'en foutiste, ça n'a rien à voir avec ça. C'est au contraire se dire tout ce qui arrive est parfait, ça arrive pour une bonne raison, qu'est-ce que je décide d'en faire? Voyez, et moi je ne crois pas au hasard. Donc bon nombre de conférenciers pourraient dans une situation comme ça être en stress, paniquer, etc., etc. Moi ça m'amuse, je me dis ça va bien que le thème de la conférence, j'accueille. La différence avec accueillir et accepter, c'est deux choses différentes. Hein. J'apporte la précision parce que l'acceptation, c'est mental. Hein. Je me dis que j'accepte. L'accueil, c'est ça me traverse. C'est comme ça. Ça me traverse, mais comme je décide que ça me traverse en paix, eh bien, je reste paisible. Vous comprenez? Et ça, quand je décide d'accueillir les événements, eh bien, ils me traversent. Si j'apprends à accepter que les choses soient comme elles sont et qu'elles ne sont pas autrement, ben déjà je vais m'économiser, vous allez vous économiser, vous allez vous préserver et après vous pourrez modifier les choses. Alors nous vivons dans une dimension qui est régie par des règles, hein, vous le savez, c'est comme ça. Vous êtes là, vous n'avez pas choisi d'aller mal, mais pour autant, vous n'avez pas choisi d'être là, vous, ici, maintenant, votre mental. Il y a plein de gens, moi, qui me disent, vivement que je sois ailleurs, hein. Mais pour autant, l'énergie dont François parlait en début de séance, quand il disait, Einstein a dit, je crois à la vie après la vie, parce que la vie, c'est énergie, et l'énergie ne peut s'arrêter, elle ne peut pas ne plus exister, l'énergie, elle ne peut que se transformer. Donc cette énergie de qui on est avant d'être là dans ce corps, hein, elle a voulu qu'on soit là dans ce corps. Donc peu importe comment on va la nommer cette énergie, qu'on la nomme l'âme, qu'on la nomme l'esprit, peu importe. Hein. En tout cas, il y a une partie de nous qui a voulu qu'on soit là. Donc on va dire qu'il y a l'espace où on est et il y a une autre dimension d'où on vient, où on va retourner, là où vos êtres chers se sont déjà rendus. Quand on vient dans cette dimension, c'est un petit peu comme si on signait un contrat, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Hein, c'est comme quand on intègre une école, il y a des règles dans cette école. Et bien là, c'est pareil. Alors déjà, il faut les connaître hein, parce que plus on les connaît, plus on sait comment ça fonctionne. Au niveau de l'incarnation, ce qu'il faut savoir, c'est que l'incarnation, c'est toujours quelque chose de volontaire. On est tous là parce qu'on a voulu être là. Hein, parce qu'on a tendance, vous savez, peut-être vous l'avez fait, moi je l'ai fait hein, au moment de l'adolescence, je me suis pas gênée pour le dire à mes parents. Hein. Moi j'ai rien demandé, hein. Pas demandé à être là. Hein. Si je vous en fais voir de toutes les couleurs, vous en prenez qu'à vous. Hein. Moi j'ai pas demandé à être là. Hein. Bien sûr que si, qu'on a demandé à être là. Et en plus on a choisi nos parents. Puisque l'âme, quand elle décide de s'incarner, elle choisit absolument tout. Elle choisit le contexte le plus approprié qui soit par rapport à là où elle en est et par rapport à ce qu'elle vient expérimenter. Elle vient pas faire du tourisme terrestre, encore que. Elle peut en faire, hein, mais elle vient avec des missions, avec des buts, avec des dettes, avec plein de choses. Donc l'incarnation est toujours volontaire. Quand on s'incarne, on est assujetti à cette fameuse loi de cause à effet qu'on appelle le karma.
D'accord? C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, c'est comme une école. Une école, quand on intègre une école, on va avoir un cahier, un carnet scolaire, et si on travaille bien dans cette classe, on va pouvoir passer à la classe supérieure, etc., etc. Et quand on arrive à la fin du cursus, on peut changer d'école. Si on a un bon livret scolaire, on va pouvoir intégrer une grande école. Si on a un mauvais livret scolaire, on pourra pas intégrer certaines écoles. Le karma, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on arrive ici, on n'arrive pas neutre. On arrive avec notre carnet scolaire, hein. Et évidemment, c'est pas la même chose de naître dans une famille riche, cultivée, aimante, que de naître dans une famille défavorisée, maltraitante, etc., hein. Donc ça, c'est à nous qu'on le doit. Et il y a aussi encore dans les règles de l'incarnation la règle de l'oubli, c'est-à-dire que quand on s'incarne, on oublie d'où on vient, on oublie qui on était, on arrive, j'allais dire, on arrive comme un nouveau-né, c'est vraiment le cas de le dire. C'est que on fait reset, on arrive on n'a pas la mémoire mentale. La mémoire, elle est en nous, hein, mais elle est pas dans notre mental. On vient également pour vivre des expériences initiatiques, d'accord? On arrive avec un chemin de vie qui est tracé. Donc le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est l'exemple de la croisière, c'est-à-dire que l'incarnation, c'est comme une croisière. Si vous décidez de faire une croisière, vous vous rendez dans une agence de voyage, vous achetez votre croisière. Si vous devez prendre le bateau à Marseille mardi à 14h, ce sera pas jeudi à 16h, et ce sera pas à Lyon, ce sera à Marseille. Le point de départ du bateau est défini par la compagnie, l'itinéraire également, les escales aussi, le point d'arrivée également. Par contre, ce que vous allez faire sur le bateau, ça vous appartient. Vous pouvez rester enfermé dans la cabine à pleurer sur votre sort, vous pouvez monter sur le pont, admirer les étoiles, vous pouvez aller à la rencontre du commandant pour dîner à sa table, vous pouvez aller à la rencontre des passagers, vous pouvez faire plein de choses sur un bateau. Mais par contre, il y a plein de choses qui sont déjà définies. Là, c'est exactement pareil pour l'incarnation. Il y a des choses qui sont définies. Le libre arbitre également. Nous avons notre libre arbitre, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut être amené à faire et on n'est pas obligé de les faire. On a notre libre arbitre dans certaines situations. Le libre arbitre, c'est ce que vous faites sur le bateau, c'est ce que vous décidez de faire sur le bateau, c'est l'équivalent. Et je ne saurais trop insister sur ce point-là, c'est le point du corps physique, c'est-à-dire que quand on s'incarne, on vient d'un espace, d'un lieu, d'une dimension, hein, c'est difficile de mettre des mots terrestres dessus, mais où il n'y a pas de corps. De l'autre côté, tout est vibration, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de temps. On parle pas de temps, on parle d'éternité, on parle pas d'espace, on parle d'univers infini, on parle pas de matière, on parle de vibration. Sauf que là, quand on descend s'incarner, on s'incarne dans un corps. Ce corps, il est fait de matière. C'est exactement comme si je loue une voiture pour me rendre ici. Ce corps, il faut qu'on en prenne soin. Si on ne prend pas soin de notre corps, forcément, il va y avoir des conséquences. Il y a plein de gens qui souffrent de problèmes de santé, qui ont des maladies. C'est pas forcément inscrit sur leur chemin de vie. C'est simplement parce qu'ils ont été négligents. D'accord ? Mais il y a le libre arbitre. On nous laisse faire. Et puis, dernière règle de l'incarnation, c'est la mort. La mort, c'est quelque chose de prévu. Dès l'instant où on a décidé de s'incarner, ça fait partie du jeu, on va mourir. La mort est un phénomène naturel, aussi naturel que la naissance. On est né, on va mourir. D'accord ? Donc la mort, il faut se réconcilier avec ça. La mort du corps, c'est l'âme qui quitte le corps pour s'en retourner de là d'où elle vient. Donc la mort du corps, c'est l'âme hors du corps. Ça, c'est des petits rappels qui sont importants parce que quand on décide d'aller bien, il faut qu'on ait tout ça à l'esprit. Il faut qu'on ait à l'esprit que on est là pour un temps, qu'on va mourir, qu'on doit prendre soin de notre corps physique, qu'on a une part de libre arbitre, que c'est normal d'oublier qui on est, d'où on vient, mais que pour autant on doit tendre vers quelque chose le plus élevé possible en termes de valeur, en termes de valeur humaine. Alors l'idée c'est que, puisque voilà, ce qui serait bien, ce serait d'apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à aller bien, hein, et ça existe. Mais comme pour vous, ici présent, vous avez déjà quand même croqué une bonne partie de votre capital temps, l'idée c'est de décider maintenant d'aller bien, avec le passé qui est le vôtre. Donc le passé qui est le vôtre, il y a son lot de souffrance, l'idée c'est de transcender cette souffrance.
Cette souffrance, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Est-ce que vous avez envie de la cultiver? Est-ce que vous avez envie de la nourrir? Est-ce que vous avez envie de la porter tel un sac à dos? Ou est-ce que vous avez envie, au contraire, de porter un autre regard et peut-être, justement, vous savez, tout est une question de point de vue. Hein. Si je regarde de ce côté-là, je vois une fenêtre avec un arbre. Si je regarde de ce côté-là, je vois un rayon de soleil qui se reflète sur le mur. Hein. La vie est la même, hein. C'est juste que là j'ai un angle de vue et là j'en ai un autre. Si parce que j'ai perdu un être proche, je me dis c'est terrible, je pourrai plus jamais être heureuse parce que j'ai perdu un être cher et parce qu'il est plus là et parce que ci et parce que ça, forcément je vais être malheureuse, je vais être triste, ça va être compliqué, je vais entretenir cette douleur. Si maintenant je me dis j'aurais tellement aimé le garder encore parce que c'était quelqu'un qui m'était cher et que c'était génial de pouvoir le prendre dans mes bras, la prendre dans mes bras, c'était génial de pouvoir cheminer ensemble dans la matière, mais pour autant c'était prévu comme ça et que aujourd'hui je peux quand même continuer de l'avoir dans mes bras. Vous pouvez serrer un défunt dans vos bras, croyez-moi. Vous pouvez communiquer avec un défunt. La seule chose qui vous empêche de le faire, hein, c'est votre croyance. C'est que comme vous croyez, vous êtes tellement enfermé dans votre souffrance, vous croyez tellement que c'est pas possible, que du coup vous passez à côté de ce qui est le plus sérieux. Alors après, ça veut pas dire que vous le ferez de la même façon que certains médiums, hein, mais en tout cas c'est possible. La souffrance, c'est vraiment quelque chose de voulu. Vous savez, je crois vraiment en la perfection de la création. Et si vous avez le moindre doute là-dessus, regardez comment la vie se fait, que ce soit au niveau animal, que ce soit au niveau une vie qui se développe dans un utérus, dans l'utérus d'une femme, que ce soit la magie des saisons, tout ça, il y a quand même dans la nature, observez la nature, hein, il y a une perfection extraordinaire. On peut pas penser que il y a une perfection extraordinaire d'un côté et il y a le bazar de l'autre côté, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, si la souffrance existe, c'est qu'elle a sa raison d'être. Hein. Donc, pour ceux qui souffrent parce qu'ils ont fraîchement perdu quelqu'un, j'attire votre attention sur le fait que dans cette dimension, le temps a son importance et que le temps c'est quand même un allié par rapport à la souffrance. Pour autant, vous pouvez quand même accélérer le processus de deuil. J'accélère ça parce qu'il y avait des images qui étaient visuelles et que nous ne sommes pas tous égaux face au drame, face à la douleur, face aux complications. Parce que quand l'âme décide de s'incarner, elle arrive avec une combinaison de blessures. Chaque être humain a une combinaison de blessures. Et il y a autant de combinaisons de blessures que d'êtres humains. Les blessures, elles sont pas nombreuses. Il y en a 5. Vous avez l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et on peut en rajouter une 6e. De ces 5 premières blessures, il y en a une 6e qui découle, qui est l'impuissance. C'est-à-dire que quand je me sens rejetée, je me sens impuissante. Quand je me sens abandonnée, je me sens impuissante. Quand je me sens trahie, je me sens impuissante. Et quand je me sens dans une situation injuste, quand je me sens victime d'injustice, je me sens impuissante. En fonction, bien évidemment, on va avoir des réactions complètement différentes. Quelqu'un qui a une dominance d'abandon ou de rejet va pas réagir de la même façon que quelqu'un qui aura une dominance d'injustice ou d'humiliation. Quelqu'un qui a une blessure d'injustice, c'est quelqu'un qui va se révolter très facilement parce qu'il a tout le temps l'impression qu'on est injuste avec lui. Donc quelqu'un qui a une blessure d'abandon, enfin qui a une dominante d'abandon, va plutôt être dépendant, va plutôt être collant, va plutôt voyez. Donc c'est sûr que pour quelqu'un qui a une blessure d'abandon, il vivra pas le deuil de la même façon. Et en fonction des circonstances de décès, la blessure va rentrer en compte. Parce que si par exemple on a une forte propension à l'injustice et que notre enfant a été renversé par une voiture, on va avoir encore plus de mal à vivre ce deuil parce que il y aura la blessure qui s'emparera de l'affaire. Hein. Donc c'est important de travailler sur ces blessures, de savoir en tout cas d'identifier ces blessures. Pour aller bien, je pense que c'est important de se connaître. Mieux on se connaît, mieux on va, voyez. Si on ne sait pas comment on fonctionne, c'est un peu comme une voiture. Votre voiture, mieux vous la connaissez, mieux vous l'avez en main, meilleure sera votre conduite et vous pourrez appréhender différemment les virages, la vitesse, etc. Donc là, c'est un petit peu pareil.
Je voulais revenir sur la particularité du corps physique. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme un véhicule, c'est pas un petit peu, c'est un véhicule. Notre corps physique, c'est un véhicule qui permet à notre âme de traverser cette expérience terrestre. Et exactement comme votre véhicule, il a été conçu par un créateur. Et si le créateur, si c'est un diesel et que vous y mettez de l'essence, ça va pas le faire bien longtemps, hein, ou vice versa. Notre corps, pour aller bien physiquement, idéalement, il faut bien manger, bien dormir, bien respirer, bien penser. On ne peut pas aller bien si on mange mal, si on dort mal, si on respire mal, si on pense mal. Le problème, c'est qu'on fait rien de tout ça de bien. On mange mal. On mange très mal. Pourquoi on mange mal? On mange mal parce que notre nourriture est bourrée de pesticides, de conservateurs, de ci, de ça, d'OGM, il y a pas longtemps, quelqu'un me disait, mais enfin, pourquoi maintenant tout le monde est allergique au gluten? Ça semble évident. Le blé est complètement modifié, hein. Donc le pain qu'on mange aujourd'hui et le pain que nos grands-parents mangeaient, c'est pas du tout le même blé, hein. Regardez la taille des épis, vous comprendrez, hein. Donc on va être de plus en plus allergique parce que la nourriture qu'on ingurgite est de plus en plus éloignée de notre nature, je vous dis, si je mets de l'essence dans mon diesel, ça va pas le faire. Donc on mange mal. La qualité de ce que l'on absorbe est mauvaise. En plus, les conditions dans lesquelles on les absorbe. C'est sûr que si vous mangez le soir à 20h ou le midi à 13h devant le journal télévisé où on est en train de vous dire que le président a un coiffeur qu'il paye je sais pas combien là, ou alors l'anniversaire des attentats, ou alors, enfin je veux dire, les informations elles sont pas là pour nous aider à aller bien, hein, quand même. Hein. Donc si vous êtes en train, même si vous mangez un bon produit bio, bien sain, en train d'écouter les informations, à mon avis, c'est ce que je dis. Je suis pas une fanatique du bio. Je pense qu'il faut pas être fanatique. Il faut être dans un juste milieu. Il vaut mieux manger un bon hamburger en rigolant qu'une salade bio en pleurant. Mais l'idée c'est peut-être de manger la salade bio en rigolant. Voilà. Dès l'instant où on mange mal, forcément on digère mal. Et comme on digère mal, du coup, on va mal dormir. Et comme on dort mal, du coup, on pense mal. Et c'est un cercle vicieux. Et moi, je suis pas là, attention, je suis pas là pour vous donner des leçons. Je ne suis pas meilleure que vous. Je suis logée à la même enseigne que vous. J'ai eu à peu près le même chemin de vie que vous. Mais en tout cas, j'essaye. Et j'expérimente. Et effectivement, quand on mange un peu plus sainement, quand on fait attention au lieu, à la façon et à la qualité de ce qu'on mange, on se sent drôlement mieux. Et on se sent drôlement mieux dans sa tête, pas que dans son corps, pas que dans son estomac. C'est réellement lié. La respiration, je vous disais, il faut bien respirer. Est-ce que vous avez conscience de votre respiration? Vous vous rendez compte, on fait pas attention à comment on respire. Alors déjà, clair qu'on respire, il est pollué, mais en plus, on respire très très mal. Parce qu'on se tient mal, parce qu'on respire pas profondément, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de fumer une cigarette. Alors, le paradoxe, c'est quand on fume une cigarette, on se pollue, c'est toxique ce que l'on inhale. Mais par contre, on fait des grandes inspirations et des grandes expirations. Alors, les gens qui fument et qui veulent arrêter, moi, le conseil que je donne, c'est prenez un truc de stylo là, et vous continuez de faire la même chose, sans le tabac, sans la nicotine, vous verrez que ça vous fera autant de bien. Et on peut se sevrer de cette façon, véritablement. Ça, je passe, c'est du visuel, vous l'avez pas. Hop, hop, hop. Alors, puisqu'on était sur le corps, il est constitué de différents organes. Le créateur, peu importe comment on l'appelle, nous a très bien conçus. Ça fonctionne très bien à notre insu. On est là ici présent. Vous n'êtes pas en train de calculer comment votre cœur doit battre, comment vos poumons doivent ventiler, comment vos reins doivent filtrer. Tout se fait merveilleusement bien à votre insu. Eh bien, il n'y a pas que ces organes-là qui fonctionnent à votre insu. Il y a aussi votre mental. Le mental, c'est ce petit vélo qui tourne dans votre tête. Et alors lui, il tourne plus qu'à votre insu. Et puis même quand vous savez qu'il tourne, il tourne. Il tourne tout le temps. Notre mental, c'est notre meilleur ami et notre meilleur ennemi. Alors idéalement, l'idée c'est d'en faire notre meilleur ami tout court. L'idée c'est de se réconcilier avec pour qu'il soit pas notre meilleur ennemi.
Pourquoi? Parce que notre mental, tant qu'on est incarné, on en a besoin. Tant qu'on est incarné, on a besoin d'un corps, d'un cœur, de reins, de ci, de ça. On a besoin de notre mental. Notre mental, il est nécessaire. Mais il n'est pas nécessaire qu'il nous fasse souffrir. Or, notre mental, il devient un véritable bourreau. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est petit, on nous a appris à nous juger et à juger les autres. Notre mental, il est constamment enfermé entre deux rôles. Soit le rôle du bourreau, du juge, soit le rôle de la victime. D'accord? Donc soit je vais considérer que vous êtes en train de me juger et que du coup je suis victime. Oh là là, si le vidéoprojecteur avait fonctionné, j'aurais été meilleure, j'aurais fait une plus belle conférence, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute des organisateurs. Et là, je suis victime, ils sont responsables, ils sont bourreaux. Et puis alors, comme je suis victime, forcément, si je suis victime, il y a des responsables. S'il y a des responsables, faut que je les juge. Et si je dois les juger, tant qu'à faire, autant les condamner. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais à Cluse? Ça, c'est en général comme ça que ça fonctionne, hein, dans notre tête à nous. Hein. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience que votre mental, il est toujours soit en train de se victimiser, soit en train de juger. Mais attention, quand il juge, il ne juge pas que les autres, il se juge soi. D'accord? Il vous juge vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprivoiser votre mental pour qu'il cesse de juger, qu'il sorte complètement du jugement. Parce que de toute façon, le jugement, c'est le juge qui ment. D'accord? Et pour faire le parallèle avec une cour de justice, vous avez pour être en cohésion avec le président cette semaine, pour ceux qui regardent les infos, vous avez déjà tous vu à la télévision un procès, hein, vous voyez le juge qui arrive avec une pile de dossiers, parfois d'1 mètre, vous avez 1 mètre de dossiers sur la table pour juger certaines affaires. Hein. Pourquoi il y a autant de papiers dans les dossiers? Parce que pour être un bon juge, il faut avoir tous les éléments en main pour pouvoir porter un jugement. Or nous, quand on juge le voisin, quand on juge le parent, quand on juge le patron, quand on juge qui que ce soit, on n'a jamais tous les éléments. On n'a jamais tous les éléments. François, en plus tu es même pas pour quelque chose là. Tu n'es même pas responsable. En plus c'est un mauvais exemple, mais mais quand bien même, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Quand bien même il soit responsable et qu'il m'arrive de le juger, je veux dire, j'ai pas tous les éléments. Peut-être qu'il était malade toute la nuit, peut-être que il a eu une violente scène de ménage un quart d'heure avant d'arriver, peut-être que. Mais non, mais c'est vrai. Vous allez, on va prendre un autre exemple. Vous allez faire vos courses au supermarché, la caissière est super désagréable. Vous dites, dis donc celle-là. Hein, quand on pense aux gens qui sont au chômage, hein, elle pourrait être souriante, hein, quand même. Bah oui, mais qu'est-ce que vous savez de ce qu'elle vit? Qui vous dit qu'elle n'a pas perdu son enfant? Qui vous dit qu'elle n'est pas sur un syndrome d'anniversaire, que c'est l'anniversaire du décès de son enfant? Qui vous dit que son père n'est pas en train de mourir à l'hôpital? Qui vous dit que son mari lui a pas annoncé la veille qu'il la quittait? Qui vous dit qu'elle n'est pas harcelée par son supérieur hiérarchique? On n'en sait rien. Mais croyez-vous véritablement qu'il y ait des gens qui aillent mal sans raison, qui soient désagréables sans raison? Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que du moment que quelqu'un est désagréable, il a forcément une bonne raison de l'être. Et même si on la connaît pas, faut au moins qu'on la lui accorde. Hein? Par contre, ce que l'on peut faire dans ces cas-là, c'est ne pas réagir de façon personnelle. La caissière est désagréable, ok. Elle est désagréable, j'accueille. Il fait beau, j'accueille. Il pleut, j'accueille. Elle est désagréable, j'accueille. Mais je vais peut-être être 2 fois plus agréable, moi, si elle est désagréable. Parce que si elle est désagréable, elle a peut-être besoin justement que quelqu'un soit agréable avec elle. Hein? Et ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir... parce que tout le monde, vous y compris, vous avez... Tout le monde a 1001 bonnes raisons, en réalité mauvaises, mais tout le monde a 1001 raisons d'aller mal ou d'être désagréable dans le passé. Sauf que si on se remet dans l'instant présent, ici et maintenant, on se dit voilà, peu importe ce qui s'est passé, peu importe. Hein. Quand on vit en conscience, quand on est centré dans l'instant présent, même si on a un patron qui nous harcèle, même si on a eu une scène de ménage, même si on a perdu un proche, même si dans l'instant présent, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est ce qui est.
Ce qui s'est passé hier n'existe plus, ce qui se passera demain n'existe pas encore. Il n'y a que cet instant qui existe, que l'on est en train de vivre. Donc il n'appartient qu'à vous de faire en sorte qu'il soit agréable pour vous et pour votre environnement. Est-ce que quelle raison, quelle bonne raison il pourrait y avoir pour que cet instant soit désagréable? Alors les raisons, il y en a plein, il y en a mille et une qui vont être produites par votre mental. C'est-à-dire que si votre mental commence à se dire, bah si, c'est pas agréable en ce moment parce que je suis pas avec mon proche qui est décédé, hein, voilà, c'est pas agréable parce que je suis malheureuse, parce qu'il me manque, parce que, mais ça c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Si vous ne pouviez plus vous dire ça, est-ce que cet instant serait aussi désagréable? Ben j'en suis pas sûre. Et comme de toutes les façons, je ne veux pas être dans le fanatisme et vouloir vous convaincre, moi je vous invite à faire l'expérience. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous êtes mal, essayez d'accueillir ce qui est et de ne pas vous dire quoi que ce soit, de ne pas vous dire que ça devrait être autrement. Parce que le plus grand de nos malheurs vient de là, c'est qu'on voudrait que les choses soient autrement que comme elles sont. Vous savez que notre mental, de la même façon que notre voiture a besoin de carburant pour fonctionner, notre mental, lui, il a besoin d'énergie aussi pour fonctionner, et il va l'épuiser dans le passé qu'on a vécu, dans le passé, dans notre propre passé, dans le passé généalogique, dans le passé karmique et dans le passé collectif. Donc inutile de vous dire, c'est que il sera jamais en panne d'essence, notre mental, hein. Il aura toujours des bonnes raisons d'aller mal. Il aura toujours des bonnes raisons d'aller mal. Le problème, c'est que nous vivons dans une dimension qui est, tout est vibratoire. Ça, moi je suis pas physicienne, mais n'importe quel physicien pourrait vous dire que cette table, elle est constituée de 99,999% de vide. Vous êtes d'accord? Il y a des physiciens dans la salle? Bon, c'est dommage. Vous êtes d'accord avec moi? La table, elle est constituée de 99,9999% de vide. En fait, tout est vibration. Et ce que l'on émet, on le crée, on l'attire. Donc plus je vais accueillir ce qui est dans la paix, dans une certaine joie, plus je vais me dire c'est comme ça et je décide d'être bien, plus je vais être bien. Plus je vais être dans du négatif, dans des pensées limitantes, des choses comme ça, plus je vais être mal puisque je le crée. Hein, les pensées et vous savez, François en a parlé tout à l'heure, il a parlé d'égrégore, il a dit voilà, oubliez un petit peu vos problèmes, soyez présents, on va faire en sorte que cet égrégore soit plutôt positif. Les égrégores, hein, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a des nouveaux et que tout le monde ne connaît pas, c'est comme un nuage. D'accord? Quand vous émettez une pensée, cette pensée, elle est à vie, elle est à vie, elle est éternelle. Une pensée, c'est quelque chose qui vous la voyez pas, votre pensée. Vous l'avez dans votre tête, vous la voyez pas, mais pour autant elle existe. Elle va rejoindre un égrégore. D'accord? Elle va rejoindre. C'est comme quand je fume une cigarette. J'aspire la fumée, je la recrache et cette fumée, elle va rejoindre la pollution, quoi. Hein? Là, c'est exactement pareil au niveau des pensées. Donc, quand vous avez des pensées limitantes, négatives, pas très sympas vis-à-vis de vous-même, cette pensée va rejoindre un égrégore et cet égrégore, il va venir, le nuage va venir sur vous. Donc, si par exemple, je me dis, oui, de toute façon, j'ai pas de chance, j'y arriverai pas, et puis de toute façon, c'est difficile, et puis, et ben, ça arrive. Hein? Moi, tant que je disais que j'avais un karma avec la SNCF, j'arrivais en retard. J'ai tout eu avec la SNCF, je vous promets. Les vols de câbles, le sanglier qui percute le TGV, le chauffeur qui est malade, les rails qui sont cassés, j'ai tout eu. Et du jour où j'ai arrêté de dire, moi, la SNCF, tout va bien, bah tout va bien. Et puis, ça veut pas dire que j'arriverai jamais en retard, hein. Mais ce qu'il faudra, c'est plus un problème, voyez. Donc, quand on arrête d'exploiter le passé pour fabriquer des pensées limitantes dans le moment présent, qu'on va projeter sous forme de peur dans le futur, eh bien à ce moment-là, on redevient créateur. Au lieu de subir, on crée. Hein. Et l'idée, c'est plutôt que de subir du négatif collectif, l'idée c'est de créer de l'individuel qui va devenir collectif. Donc vous avez compris comment vous faisiez pour aller mal. Hein?
On va mal parce qu'on émet parce qu'on nous a, je récapitule, on va mal parce qu'on nous a appris à aller mal, parce qu'on ne s'autorise pas à aller bien, parce qu'on ne sait pas faire autrement, puisque c'est de l'ancrage, hein, c'est de la répétition, et parce qu'on pense mal. Et la pensée, c'est un boomerang. Vous savez ce que c'est un boomerang, hein, ce petit objet qu'on envoie et qui revient avec une force au destinataire. Donc si je pense que je vais pas y arriver, si je pense que je vais être malade, si je pense que je vais être en retard, si je pense que je vais pas faire le deuil, eh bien ça va se passer exactement comme ça. D'où l'importance de faire attention à nos pensées. Et c'est là que ce que je vous disais tout à l'heure, votre mental peut devenir votre meilleur ami. Parce que jusqu'à maintenant, c'était votre mental qui vous gérait. L'idée, c'est de reprendre les commandes. C'est de gérer votre mental. Et plutôt que de dire, oui, mais, dire, bah, non, mais ça va aller, voilà. On improvise, on fait avec ce qui est. On compose avec ce qui est. Et vous avez d'autant plus intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce que quand votre mental fabrique une pensée, non seulement cette pensée, elle va vous revenir, mais en plus cette pensée, avant de vous revenir, elle va se biologiser dans votre corps. Dans un premier temps, par un signe, dans un second temps, par un symptôme, et dans un troisième temps, par une maladie. Toutes les maladies physiques ont été dans notre corps mental avant d'être dans notre corps physique, y compris la crise cardiaque subite et soudaine qu'on n'attendait pas, hein. Elle est subite soudaine pour le corps, mais elle n'est pas subite soudaine pour tout ce qu'il y a autour du corps. D'accord? C'est dommage que vous n'ayez pas le visuel parce que j'avais fait des jolis dessins en guise de technique d'impact, hein, parce que en plus d'entendre, vous auriez vu, donc vous aviez deux sens qui allaient mémoriser. Mais voilà, c'est comme ça. Donc vous allez faire... peut-être je pourrais envoyer le diaporama, si ça intéresse les gens. Hein? Peut-être, alors à ce moment-là, tu as la liste de diffusion. Je le transforme en PDF et je l'envoie. Et puis après, toi, tu le renvoies. Je le transforme en PDF. J'ai encore besoin de contrôler un peu. Non, puis il y a peut-être 2-3 trucs que je vais le rendre public, entre guillemets. Mais c'est vrai, comme ça, vous aurez le visuel. Hein. Donc, ce qui est à retenir, c'est que vous êtes au cœur d'un cercle vicieux. Votre mental utilise votre inconscient, l'inconscient familial, l'inconscient collectif, pour fabriquer des pensées qu'il projette sur le futur, toujours sous forme de peur. On a toujours peur de quelque chose. On a peur de pas y arriver, on a peur de manquer, on a peur de perdre un être cher, on a peur de mourir, on a peur... le véritable mal, le cancer de l'humanité, c'est la peur. Si vous lâchez les peurs, ça fait une sacrée différence. Hein. Pensez, là, on va faire un petit exercice. Pensez à une peur que vous avez. Peur de manquer, peur de perdre l'être cher, peur de pas y arriver, peur de mourir, peur d'être malade, peur de... Peu importe. Vous avez tous une peur en tête ? Imaginez 2 minutes ce que serait votre vie sans cette peur. Je vous invite pendant quelques jours à faire l'expérience suivante. C'est-à-dire que vous allez vivre comme si vous n'aviez plus cette peur. Elle existe toujours, hein. Mais vous allez vivre comme si vous n'aviez plus. Par exemple, si vous avez peur de manquer, financièrement parlant, vous avez peur de manquer, pendant quelques jours, allez dépenser. Faites-vous plaisir. Non, mais faites le test. Faites le test, vous dépensez, vous faites plaisir. Et vous verrez. Et alors, vous pouvez même rajouter de la conscience en vous disant comment cela pourrait-il être encore meilleur au moment où vous le ferez. Et vous verrez que vous allez recevoir. Au lieu de vous appauvrir, vous allez vous enrichir. Vous verrez. Ne me croyez surtout pas. Hein? Ne me croyez surtout pas. Vraiment, faites l'expérience pour voir. Hein? Et vous savez, quand vous avez peur de perdre un être cher, vous l'avez déjà un petit peu perdu quand vous en avez peur. Parce que quand vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas en train d'être rempli de cette personne, de sa présence, vous n'êtes pas dans la communion que ça devrait être. Vous êtes déjà dans le manque. Donc c'est un petit peu dommage. Donc l'idée, c'est de sortir de ce cercle vicieux. Hein.
C'est pas parce qu'on a peur de manquer qu'on manquera, mais c'est quand même le meilleur moyen de manquer. C'est pas parce qu'on a peur de perdre un être cher qu'on le perdra, mais c'est quand même le meilleur moyen de le perdre, puisque on le crée d'une certaine façon. Mais que entre le moment où on émet une pensée et le moment où elle va se matérialiser dans la matière, ça prend un petit peu de temps. Alors si vous avez eu entre-temps l'occasion d'émettre une pensée contraire, il faut savoir que les pensées positives sont plus rapides que les pensées négatives. Donc quand vous avez une pensée négative, vous pouvez la neutraliser par une pensée positive. Si par exemple vous dites, je sais pas moi, tellement fait l'exercice inverse que j'y arrive plus maintenant. Une pensée négative, ouais mais je vais pas y arriver, je vais me planter, enfin un truc négatif comme ça. Vous dites non, ça va aller, tout va très bien se passer, que le meilleur soit. Et là, hop, vous allez neutraliser l'effet en fait. Et là encore, ne me croyez pas expérimenter. De toutes les façons, faites l'essai tout de suite là. Comment vous vous sentez quand vous dites ouais, de toute façon je vais pas y arriver, ça va être la galère, et comment vous vous sentez quand vous dites ça va aller, quel que soit ce qui se passera, ce sera très bien, ça va aller, tout est parfait, que le meilleur soit. Vous voyez, faites le discours interne et amusez-vous ce soir à le faire, vous verrez qu'on se sent tout de suite mieux. J'ai commencé à faire des statistiques avec des jeunes, avec des étudiants qui s'apprêtent à passer le bac. Ceux que j'accompagne, évidemment, ceux qui se disent oh, purée, si je l'ai pas, ça va être la galère, oh là là. Et puis tous ceux qui sont dans des pensées négatives et ceux qui sont dans des pensées positives, qui disent oh, de toute façon que je l'ai ou que je l'ai pas, je rebondirai, ça ira. J'ai pas encore suffisamment de cas pour vraiment tirer des chiffres qui soient fiables, mais dès que je le pourrai, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est quand même assez éloquent. C'est assez éloquent. Le meilleur moyen d'échouer, c'est de se dire qu'on va échouer quand même. Et le meilleur moyen de réussir, c'est quand même de se dire qu'on va réussir. Alors l'idée, c'est de se recentrer sur l'instant présent, et comme on a décidé d'aller bien, si on se recentre sur l'instant présent, c'est soit il est agréable et on le savoure, c'est soit il est désagréable, on se demande instantanément comment on peut le rendre plus agréable. D'accord ? Donc après, ça va être en fonction des circonstances. Si j'ai une rage dedans, je peux peut-être envisager d'appeler le dentiste, de négocier un rendez-vous dans les meilleurs délais, de prendre un antalgique. Si maintenant c'est parce que j'ai perdu un être cher, je peux peut-être avoir recours à un médium pour m'assurer qu'effectivement il est bien arrivé de l'autre côté, il va bien, il me voit vivre et que tout va bien pour lui, etc., etc. Ou alors si c'est parce que je suis harcelée professionnellement au travail, peut-être que je peux aller voir un coach ou envisager de changer de travail ou peut-être changer simplement, avant de changer de travail ou de faire une thérapie ou d'aller voir un coach, peut-être simplement de changer ma façon de vivre les choses au travail. Mon patron me dit ça, oui, depuis quand ce qu'il dit est valeur d'évangile, il peut me laisser penser que je suis nulle, c'est pas pour autant que je suis nulle, si c'est un pervers narcissique qui a besoin d'humilier les autres, voilà, c'est pas une vérité en soi. Donc je me ressente sur l'instant présent, et comme j'ai décidé d'aller bien, je peux décider du discours interne que je vais me tenir et aller mieux. Le visuel. Je décortiquais tout ça dans le visuel. Hop. Parce que jusqu'à maintenant, et ça je l'observe, je l'observe vraiment à travers mes consultations, les gens qui vont mal, quand ils viennent voir le thérapeute, voilà, ils arrivent avec leur mal-être, ils posent sur le bureau, ils disent voilà, maintenant vous savez pourquoi je vais mal. Ils attendent le miracle. Et le miracle, c'est que le thérapeute, le guérisseur, le médium, parce que les gens, ils sont paresseux, ils veulent pas faire le chemin eux-mêmes. Ils attendent que voilà, que ça se fasse tout seul. Mais en fait, vous allez mal parce que vous voulez contrôler ce qui vous entoure au lieu de contrôler vos pensées. Les gens me disent bah oui, mais moi, pourquoi je suis mal? Je leur demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous mal? Bah oui, mais mon mari, il est pas comme je voudrais. Ok. Ouais, mais à mon travail, vous vous rendez pas compte, le patron, ok. Le zèbre a des rayures, le poisson nage, ok. Vous voudriez que le poisson court et que le zèbre, il n'ait pas de rayures. D'accord. Est-ce que c'est possible? Oh bah oui, quand même. Pourquoi, pourquoi il courrait pas? Pourquoi il ferait pas ci? Pourquoi il verrait pas les choses comme moi? Pourquoi?
Attendez, là vous êtes en train de me dire pourquoi le zèbre n'aurait pas de rayures et pourquoi le poisson se mettrait pas à courir. Est-ce que ça vous semble possible? Bah non, évidemment, pas comme ça, mais et voyez, et moi, en tant que thérapeute, je ne fais que ça, du ramollissement de croyances. Je recadre, j'apporte de la conscience sur les zones d'inconscience des gens. C'est-à-dire que on peut pas changer les autres, on peut pas changer le monde, on ne peut pas, on ne peut que se changer soi. Et d'ailleurs, je vous recommande un très bon bouquin qui est dont le titre est Sois toi et change le monde, de Dan. J'ai oublié son nom. Non, Dan R. Dan. C'est l'acolyte de Gary Douglas. Dan R, je crois. Sois toi et change le monde. Cet homme, il était suicidaire. Il avait programmé son suicide. Il a rencontré Gary Douglas. Gary Douglas lui a fait une séance. C'était une des premières séances qu'il faisait. Il avait prévu, il a dit voilà, je vais faire cette séance. Si ça change rien à ma vie, demain 15h, je suis plus là. Il avait orchestré son suicide. Le lendemain, il était un autre homme. Il s'est dit waouh, faut que je continue, faut que je développe. Et maintenant, il transmet cette technique dans le monde entier. Comprenez bien, une fois pour toutes, qu'on ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer les autres. On ne peut que se changer soi. Donc permettez à vos patrons, à vos frères, à vos sœurs, à vos parents, à vos enfants, à vos conjoints d'être qui ils sont. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, on le sait même pas ce qu'ils ont. Parce que tout le monde a tendance à se dire « Oui, mais quand même, moi, si j'étais à sa place, je penserais autrement, j'agirais autrement. » Mais attendez, mais où ça? Si je suis à la place de l'aveugle, je vois pas. Si je suis à la place du cul-de-jatte, je peux pas courir. Hein. Si je suis à la place de l'autre, je dispose du même potentiel. Et le potentiel, c'est quoi? C'est la combinaison de blessures, c'est les mémoires karmiques, c'est la mission de vie, c'est le chemin, etc., etc. On présume que, on se dit que l'autre, il devrait penser comme on pense. Il devrait voir les choses comme on les voit. Non, tout est une question de point de vue. Vous avez votre point de vue, l'autre il a son point de vue. Et pourquoi? Simplement parce que deux points de vue sont différents, ça devrait engendrer des guerres. Vous voyez, enfin, je veux dire, est-ce que vous êtes capable de discuter avec quelqu'un qui a un point de vue diamétralement opposé au vôtre? Est-ce qu'il y a un socialiste dans la salle? On va tester. Y a-t-il un socialiste dans la salle? Y a-t-il un Le Peniste dans la salle? En général, ils sont pas dans ce genre d'endroit, les Fronts Nationaux. Mais je fais pas de politique, hein, contrairement aux apparences. J'en parle, mais j'en fais pas du tout. Je suis apolitique. Pour moi, le meilleur politicien, c'est un spirituel. C'est pas. Mais on peut avoir deux points de vue diamétralement opposés et être en capacité de se dire, ok, j'ai entendu votre point de vue que j'accueille. Je garde le mien, je respecte le vôtre. Voilà. C'est des points de vue. Essayez de faire ça dans votre famille. Juste dans votre famille déjà. Vous savez, en tant que thérapeute, je vois beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes de famille, et en tant que médium, je vois presque que ça. Parce que le médium, on a deux axes de consultation. Soit la voyance, soit la médiumnité. Médiumnité, c'est pour rentrer en contact avec un défunt. La voyance, c'est pour connaître l'avenir. En général, ça va un petit peu ensemble parce que quand il y a eu un décès, il y a une succession. Alors, soit c'est un enfant, c'est un jeune et c'est pas une succession, mais c'est les dédommagements, c'est les assurances et des choses comme ça. Mais souvent, quand c'est une grand-mère qui décède ou un parent, il y a la succession. Et là, je peux vous dire que j'entends des choses, mais absolument abominables. Oui, mais vous comprenez, ma sœur. Oui, mais vous comprenez. Oui, bien sûr que je comprends. Moi, je pense être quelqu'un qui peut tout comprendre. Je comprends. Je comprends qu'elle pense ça. Je comprends que ce soit douloureux pour vous. Attention, c'est pas parce que je comprends que je suis d'accord. De toute façon, je n'ai pas à être d'accord. Je suis pas là pour prendre parti. Je suis pas un avocat, je suis pas un juge. Je suis là pour aider. Ok. Mais là, moi, je vous invite ce soir, en rentrant chez vous, si vous avez un désaccord avec un membre de votre clan, essayez simplement, le temps d'un instant, de vous dire, j'accueille son point de vue, tout en maintenant le mien, mais sans
sans déclencher, sans essayer de lui imposer mon point de vue. Et en général, il y a de belles surprises quand on fait ça. Il y a de belles surprises, croyez-moi. La plupart d'entre vous êtes mal parce que vous dites que votre conjoint devrait faire ou être autrement, parce que vous dites que votre patron ou vos collègues devraient fonctionner autrement, parce que la belle-mère, les enfants, les finances, la maison, la société. Moi, je vois des gens qui viennent, qui me tiennent un discours pendant 1 heure. 1 heure. Oui, vous vous rendez compte, elle a dit, okay. Alors, j'essaye de les interrompre. Des fois, je les interromps au bout d'un quart d'heure, je leur dis, attendez, vous parlez beaucoup, j'entends, il y a un réel besoin. Par contre, qu'attendez-vous de cette séance? Parce qu'au bout d'1 heure, quand je leur dis c'est terminé, parce que la séance est... Ah oui, mais on n'a rien fait. Mais vous m'avez rien dit. J'aurais bien voulu vous en dire un peu plus. J'aurais bien voulu vous en dire un peu plus. Voilà. Pardon? 2e épisode. La non-conscience ne peut que nous conduire à la souffrance. Mais la souffrance, si on sait la transcender, elle ne peut que nous conduire à la conscience. Et la conscience nous libère de la souffrance. Donc c'est vraiment une spirale vertueuse, si on sait comment ça fonctionne. Avez-vous remarqué que quand vous allez bien, tout va bien? C'est ça, hein? Quand je vais bien, tout va bien. Quand vous allez bien, votre conjoint, il est plus pénible, c'est tout à fait viable. La belle-mère, c'est plus un problème. Les enfants, quand on va bien, tout va bien. Donc ça montre bien que tout démarre de nous, en fait. Hein, donc voilà une bonne raison d'aller bien, puisque quand on va bien, tout va bien. Alors comment rester en conscience? Parce que vous avez compris que pour aller bien, il faut vivre en conscience le plus possible. Attention, il faut pas confondre faire des prises de conscience et vivre en conscience. Et on n'est jamais tout le temps en conscience. Le meilleur moyen de vérifier si vous êtes en conscience ou pas, quand ça fait mal, c'est que vous n'êtes pas en conscience. En général, quand ça fait mal, c'est que vous n'êtes pas en conscience. Et quand pour vérifier, il y a des indicateurs. Donc être connecté à l'ici et maintenant. Si vous êtes en train de penser au passé ou en train de penser au futur, vous n'êtes pas connecté à l'ici et maintenant. Se rappeler peut-être que la vie, c'est une pièce de théâtre. Hein? Rappelez-vous que on joue tous un rôle. On joue tous un rôle. On n'est pas ce rôle. On n'est pas ce corps. On n'est pas ce rôle. On n'est pas cette fonction. On n'est pas... je veux dire, quand on arrive de l'autre côté, on se marre, hein, ou pas. Des fois, il y en a qui se marrent pas. On peut pas dire qu'ils se marrent tous, je vous promets. Ils finissent tous par se marrer, mais ils commencent pas tous par se marrer, malheureusement. Et pour pas que les gens pensent n'importe quoi, vous savez, ce qui nous attend de l'autre côté, c'est ce qu'on a préparé, c'est ce qu'on croit. C'est vraiment, plus vous vous préparez à l'après, plus ce sera familier, plus ce sera, c'est pas autre chose. Hein. L'idée, c'est d'être sensible à son ressenti. Vous avez un baromètre à l'intérieur de vous. Il y a des lieux, il y a des personnes, il y a des situations, il y a des pensées qui sont malsaines pour vous. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Je pense qu'on est suffisamment nombreux sur Terre pour que lorsqu'il y a une personne qui vous est toxique, je veux dire, éloignez-vous d'elle, quoi, plutôt que d'essayer de la transformer. Voyez ? J'ai des personnes qui viennent me voir, je suis pas pour les divorces ou les séparations, hein, mais j'ai des gens qui viennent me voir. L'autre jour, j'avais une dame dans mon cabinet, me parlait de son conjoint, il y avait rien qui allait. Rien. Mais quand je vous dis rien, c'est pas le thérapeute qu'il faut qu'elle aille voir, elle. Mais non, mais sérieux, c'est l'avocat, un petit divorce et puis c'est réglé. Et moi, j'ai pas le pouvoir de changer son conjoint. Ou alors, faut qu'il vienne me voir déjà, puis qu'il soit en demande. Mais je vais pas changer son physique, il lui plaisait pas. Mais oui, mais ça arrive. Donc, être sensible à son ressenti. Comment je me sens dans cette situation? Comment je me sens avec cette personne? Comment je me sens? C'est pas compliqué, c'est binaire, hein.
Ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est binaire. C'est soit vous vous sentez bien, soit vous vous sentez mal. Si vous êtes neutre, ça pose pas de problème. Si je me sens bien, je multiplie les occasions de passer du temps avec cette personne. Si je me sens mal, je les limite. Après, si c'est quelqu'un que je dois croiser de façon obligatoire parce que c'est mon patron, parce que c'est un collègue de travail, je fais le minimum syndical. Et puis, au-delà de ça, si j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, je peux m'intéresser à son histoire, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il y a une mémoire karmique entre lui et moi. Peut-être que c'est aussi un exercice pour que je travaille un petit peu plus, etc., etc. Mais il n'y a pas besoin d'être mal pour ça. Voyez? Donc ça, c'est les indications pour pouvoir... on n'est pas mal comme ça du jour au lendemain. Ça va toujours crescendo. Je vais vous citer Diane Leblanc qui est une personne, j'aime bien comme elle dit ça, quand c'est bien fait, moi je vais pas essayer de faire mieux. Elle dit: ce que l'on réprime s'imprime et finit par s'exprimer. C'est-à-dire que quand vous vivez quelque chose, à un moment donné, ça a besoin de s'exprimer. Donc exprimez-le. Mais il y a mille et une façons de l'exprimer. Vous pouvez l'exprimer en dansant, en faisant de la peinture, en allant courir. Exprimer, ça veut dire sortir. Vous n'êtes pas obligé de dire à votre conjoint: t'es un gros connard. S'il vous a agacé. Non mais, parce que ça peut faire du bien de temps en temps, mais ça peut faire beaucoup de mal aussi. Ça peut faire beaucoup de mal. Peut-être que d'aller courir ou d'aller faire autre chose, ça fera autant de bien. Rappelez-vous également que ce à quoi on résiste persiste. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de la résistance, parce que et ça je le vois en thérapie de couple, j'accompagne beaucoup de couples. Il y a souvent, quand un couple va mal, il y a un rapport de force qui s'est installé. Et ça peut aussi se trouver avec les belles-mères ou avec les patrons ou avec tout ça, mais ça sert à rien. Dans un rapport de force, faites un pas de recul et arrêtez de résister. Dites-vous bien une chose, c'est que si l'autre, parce que ce que j'entends tout le temps, c'est oui mais l'autre, parce que c'est jamais nous, c'est toujours l'autre. Oui mais l'autre, moi je veux bien arrêter de résister, mais si l'autre il arrête, et si l'autre il arrête pas, mais si vous arrêtez de résister, l'autre ça va faire un flop. Ça, il faut être deux pour un conflit. Si vous sortez du conflit, l'autre, dans le pire des cas, il voudra plus vous voir. C'est tout. Donc, rappelez-vous également que ce que l'on fuit nous poursuit. Donc l'idée c'est de faire face. À un moment donné, c'est bien de faire face, parce que je vois très souvent des gens qui se retrouvent dans des situations récurrentes. Il faut pas confondre lâcher prise dans un conflit, dans un rapport de force, et fuir. La fuite, c'est autre chose. Faut pas confondre laisser tomber et lâcher prise. Laisser tomber, j'ai un micro dans les mains, si je lâche, il tombe au sol et il peut se fracasser. Lâcher prise, c'est l'inverse de laisser tomber, c'est je change de position et je lâche. Et je m'en remets à une instance supérieure. Donc il n'y a pas perte et fracas. Vous comprenez la nuance, Ce que l'on visualise se matérialise. Donc l'idée c'est de s'unifier. Je veux quelque chose, ok, je le visualise, je m'aligne. Cet univers dans lequel on vit fonctionne avec des notions d'alignement. Si je veux une chose et que je m'aligne pour l'obtenir, ça va fonctionner. Si je veux que mon ordinateur fonctionne, je mets la prise dans le truc. Si je mets la fiche à côté de la prise, ça ne va pas fonctionner. C'est du bon sens à l'état pur. Eh bien, c'est exactement pareil pour obtenir ce que l'on veut. Oui, monsieur. Pardon? Ouais, mais moi, je crois que c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, parce que du coup, j'ai complètement modulé la conférence. Donc, ce que l'on bénit nous ravit et nous permet de rayonner. Quand une situation autre que celle que vous voudriez vivre vous arrive, ayez le réflexe de la bénir. On bénit ce qu'on aime, on bénit on a un truc qu'on voulait, on le bénit. Mais quand un drame arrive, quand un contretemps arrive, bénissez-le. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont perdu un être proche. Je sais la douleur que c'est, j'y suis passée. Quand ça arrive, ça fait mal. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à discuter, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Quand ça fait mal, ça fait mal. Mais ça ne doit pas faire éternellement mal. Et les gens qui ont perdu un proche et qui ont su
tirer parti de ça, et dont ça fait un certain temps, parce qu'il y a le temps du deuil qui est nécessaire, en général, ça nous a rapporté gros. Il faudrait être malhonnête de dire le contraire. Alors, les gens qui peuvent dire le contraire, c'est ceux qui sont enfermés dans la souffrance. C'est ceux qui n'ont pas accepté le départ. C'est ceux qui sont enfermés dans la culpabilité. Parce que vous savez, quand on perd un proche, et je sais de quoi je parle, j'ai perdu ma maman au mois de fin juin, donc c'est assez frais. Quand on perd un proche, on refait l'histoire, hein. On culpabilise, on se demande si on a bien fait, si on a tout fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, etc., etc. Donc, et ça nous empêche d'aller bien, ça nous empêche d'accepter ce qui est. Mais quand on accepte, quand on ne se maltraite pas, quand on accepte, eh bien, en général, ça nous fait grandir et il se passe de belles choses. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein, bien évidemment. Je suis pas là pour vous imposer ma façon de penser. En tout cas, je suis là pour vous partager mon expérience et tout ce que je vous dis, je l'ai vérifié avant de le partager. Il y a une règle également, j'étais en train de parler de l'alignement, c'est du bon sens et à un moment donné, je vais me mettre debout parce que ça me gêne de pas vous voir. C'est du bon sens. Vous pouvez pas continuer de vouloir, de désirer aller bien. Vous pouvez pas continuer de prétendre avoir envie d'aller bien et ne pas faire ce qu'il faut pour aller bien. Et pour aller bien, il y a des règles. Je vous parlais de l'alignement, c'est un petit peu comme cette chaise. Vous voyez, pour que je puisse tenir assis sur cette chaise, il faut que cette chaise elle ait ses 4 pieds. Si elle a que 2 pieds, ça va être compliqué d'être stable dessus. Dans la vie, pour aller bien, il y a des bases. Vous ne pouvez pas aller bien si vous êtes mal là où vous vous trouvez, si vous êtes mal dans ce que vous faites et si vous êtes mal avec la personne avec qui vous êtes. Je suis pas en train de dire quittez votre boulot, divorcez et barrez-vous, je sais pas quoi. Mais je suis en train de vous dire si vous êtes mal dans le lieu où vous vivez, si vous êtes mal avec la personne avec qui vous vivez et dans ce que vous faites tous les jours, remettez-vous en question, demandez-vous, ok, je suis mal. Cherchez pas un coupable. Ne vous dites pas je suis nul, ne vous dites pas c'est l'autre qui est pas bon. Dites-vous ok, pourquoi je suis pas bien? De quoi j'aurais besoin pour être bien? De quoi j'aurais besoin pour être bien? Parce que parfois changer de partenaire ça règle pas le problème. Hein. Bien au contraire. Ça peut être très souvent, les gens reviennent me voir avec un partenaire différent et on est exactement dans la même problématique. Ils n'ont pas réglé le problème, ils ont fui. D'accord? Donc demandez-vous de quoi vous auriez besoin pour être mieux dans cette situation. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que est-ce que ce que vous aviez à vivre, voilà, enfin, il peut y avoir plein de raisons. D'accord? Donc ça, c'est important de vérifier que vous êtes dans cet alignement. Si je veux aller bien, il faut que je fasse tout pour aller bien. Et je suis la seule et l'unique responsable de mon bonheur. Il faut se responsabiliser, ça c'est vraiment important. Aller bien, ce n'est pas tout avoir, mais plutôt faire en sorte d'être bien avec ce que l'on a maintenant aussi. Parce que la plupart des gens sont dans un bonheur conditionnel. Ah ben moi je serai bien quand j'aurai rencontré le prince charmant, quand j'aurai fini de payer la maison, quand les enfants seront grands, quand j'aurai des enfants, quand je serai à la retraite, eh ben ça arrive jamais, le quand. Il y a toujours une échéance après, Si aussi, quand si, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dit l'essentiel et comme on a déjà pris du retard et que je voudrais pas amputer la partie médiumnité. Donc pour conclure, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est notre point de vue qui crée notre réalité et non le contraire. Et si vous devez prendre des notes, notez-la, cette phrase-là. C'est notre point de vue qui crée notre réalité et non le contraire. Elle est puissante, cette phrase. C'est notre point de vue qui crée notre réalité. Donc, en fonction de la réalité que vous avez envie de vivre, adoptez un point de vue qui soit conforme à ce que vous avez envie de vivre. Parce que tant que vous aurez un point de vue contraire, vous ne pourrez pas être bien. En somme, pour aller bien, vous pouvez, et là, c'est des pistes, c'est des propositions. Vous pouvez décider d'épouser l'instant présent.
Vous savez, quand je dis épouser, c'est vraiment comme François pourrait nous parler de son épouse. Vous savez, épouser, ça sous-tend une acceptation inconditionnelle, ça sous-tend une bienveillance, ça sous-tend un amour. Épouser l'instant présent, c'est l'aimer, quoi, l'instant présent. Hein. Vous pouvez nourrir la joie. La joie, ça se nourrit. Moi, je connais des gens qui rigolent tout le temps et d'autres qui rigolent jamais. Mais c'est vrai, hein. Des gens qui me disent, oh là là, ça faisait longtemps que j'ai pas rigolé. Moi, je leur réponds, mais pourquoi? C'est notre nature, hein. On est fait pour être heureux, hein. On est programmé, on est fabriqué pour être heureux. C'est pas normal de ne pas être heureux, hein. Donc, nourrissez la joie, multipliez les bénédictions, développez la compassion. Quand vous avez quand vous êtes en face de quelqu'un qui se comporte comme un con, qui se comporte comme un salaud, qui vous dit des conneries, mais soyez compatissant. C'est quelqu'un qui sait pas faire autrement. C'est comme si vous êtes en face d'un cul-de-jatte. Je veux dire, si vous êtes en face d'un cul-de-jatte, vous n'allez pas dire quel connard, il n'arrive pas à courir. Vous allez être plein de compassion. Mais non, mais c'est vrai. Vous allez avoir de la compassion devant quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant. Et ben là, c'est pareil. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas comme vous voudriez qu'il soit, soyez plein de compassion. Peut pas. Partagez. Partagez. Rappelez-vous que le plus grand des bonheurs, c'est de donner. C'est pas de recevoir. Et que le plus grand des bonheurs, s'il n'est pas partagé, il vaut rien. Donc, partagez. Écoutez avec le cœur. Quand on vous parle, écoutez au-delà des mots, écoutez avec le cœur. Reliez-vous à la source. Et si vous avez des animaux, un chat, un chien, un canard, peu importe, on va rester dans les animaux domestiques courants, observez-les, observez-les. Vous les voyez pas, ils sont pas en train de se demander, ils sont pas en train de pleurer par rapport à la réprimande qu'ils ont reçue hier, ils sont pas en train de pleurer parce que vous allez partir le week-end prochain. Hein. Ils sont dans l'instant et soit tout va bien et ils savourent, soit ils sont malades et bah, quand ils sont malades, en général, ils mangent plus déjà eux. Hein, ils sont sages. Hein. Donc quand on est malade, on en rajoute une couche. Et puis on prend des médicaments en plus, donc on en rajoute une double couche. Croyez, à défaut de ressentir pour les personnes qui ont perdu un être cher. Si vous ne les voyez pas, si vous ne les entendez pas, si vous ne les percevez pas, parce que ça peut parfois prendre du temps de percevoir un défunt, à défaut de le percevoir, croyez en sa présence, parce que je peux vous dire que moi, les défunts, c'est vraiment le truc le plus récurrent qu'ils nous disent, c'est mais elle me voit pas, mais elle me sent pas. Tous les soirs, je me couche à côté d'elle, mais elle me sent pas. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils sont désespérés de l'autre côté. Hein. Ils sont fatigués de vous faire des signes, de vous caresser, de créer des synchronicités, parce que des fois ils créent des synchronicités et puis ils vous voient pleurer. C'est pas amusant pour eux. Hein. C'est du temps perdu presque. Hein. Ils s'attardent en bas alors qu'ils ont tant à faire de l'autre côté. Fuyez le pouvoir. Fuyez le pouvoir. On vit dans un monde de pouvoir. On vit dans un monde de le pouvoir de quoi? Le pouvoir pour les autres, ok. Le pouvoir sur les autres. Qu'est-ce que ça va vous rapporter? Qu'est-ce que ça va vous rapporter? On parle beaucoup de François Hollande, là, avec la sortie de son bouquin. J'y réfléchissais, je me disais, qu'est-ce qu'il va vivre cet homme quand il va arriver en phase terminale ou juste de l'autre côté? Moi, j'avais plein de compassion pour lui. Je me disais quand même, hein, il passe sa vie là. Hein. Lâchez vos peurs. Vos peurs ne sont pas réelles. Une peur, c'est pas quelque chose de vrai. Une peur, c'est une projection. Une peur, c'est un fantôme. Un fantôme, ça n'existe pas. D'accord? Donc, regardez-les bien en face et lâchez-les vos peurs. Parce qu'elles vous pourrissent la vie. Quelles que soient les peurs. Hein. Si vous avez peur que votre conjoint vous abandonne, il sera toujours temps d'être mal si ça arrive un jour. Si vous avez vraiment peur que ça arrive, c'est que peut-être que vous faites pas ce que vous devriez faire. Donc, plutôt que d'avoir peur, faites plutôt ce qu'il y a à faire. Et puis de toutes les façons, si vous restez dans la peur, c'est le meilleur moyen que ça arrive. Donc, et puis si ça devait arriver, c'est peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux aussi pour l'un et pour l'autre. Acceptez votre karma. Même si on est à l'heure où on se
on s'acquitte de son karma très rapidement maintenant. Avant, il fallait plusieurs incarnations. Maintenant, on peut s'acquitter très rapidement d'un karma. Mais pour autant, on doit quand même y passer. Alors, il y a des gens qui viennent me voir, parce que je travaille beaucoup sur les mémoires karmiques, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Voilà, je sais, j'ai compris, j'ai fait un travail sur moi, je veux juste me débarrasser d'une mémoire karmique, d'un karma. Ok, ben ça marche pas comme ça. Faut arrêter de dire des conneries, faut arrêter de croire des conneries. Un karma, c'est comme si vous faisiez un crédit à la banque. Vous achetez une voiture, vous faites un crédit à la banque, vous achetez une super bagnole, vous la plantez à l'angle de la rue, la voiture est morte, vous allez voir le banquier, vous dites, ah ben voilà, hein, moi je veux plus vous rembourser, j'ai plus la voiture. Le banquier va pas être d'accord, hein. Là, c'est pareil. Le karma, c'est la loi de cause à effet. Par contre, c'est comme un crédit. Un crédit, vous pouvez mettre 10 ans pour le rembourser, vous pouvez mettre aussi 6 mois, puis vous pouvez le solder en une échéance. Là, c'est pareil. En fonction de ce que vous décidez de faire, vous pouvez accélérer le processus. Mais le karma, on n'y échappe pas. Vous voyez bien qu'on n'est pas tous nés au même endroit, de la même façon, qu'on n'a pas tous le même chemin, et que ça, c'est étroitement lié à notre karma. Donc, acceptez, réconciliez-vous avec votre karma. Moi, personnellement, quand je sais que je vis un truc un petit peu difficile par rapport à ça, je me dis, yes, ça c'est fait. Qui paie ses dettes s'enrichit. C'est fait. On en parlera plus dans la prochaine. Ou même un peu plus tard. Choisissez votre discours interne. On a un discours interne permanent. Vous savez, la petite voix du mental, là, pas la petite voix de l'intuition. La petite voix qui nous parle, là, à l'instant où je suis en train de vous parler, vous êtes en train de penser des choses sur moi, sur plein d'autres choses. Peu importe. Choisissez ce discours-là. Quitte à vous raconter des choses dans votre tête, racontez-vous des choses qui vous font du bien. Hein? Changez votre angle de vue. Et si par exemple vous êtes en souffrance par rapport à la perte d'un être cher, n'hésitez pas à vous dire qu'il vit ailleurs. L'autre jour, j'étais avec 2 amis, c'était flagrant. Une amie, son fils est parti vivre aux États-Unis, l'autre il est décédé. Celle dont le fils vit à Boston me dit, je dis, tu le vois régulièrement. Elle me dit, penses-tu tellement occupé que on a voulu y aller, on y allait, on l'a pas vu sur une semaine, on a dû le voir 2 heures parce qu'il bosse comme un fada, etc. Et le constat que j'ai fait, c'est que celle qui avait perdu son fils, elle passait plus de temps avec son fils que celle qui l'avait encore. Donc changez votre angle de vue. Si vous avez perdu un être cher, dites-vous que il vit ailleurs, il vivrait aux États-Unis, vous le verriez pas plus souvent. Hein, et vous en seriez fier parce que il vit là-bas. Voyez, c'est juste pas un continent où vous pouvez vous rendre tout de suite, mais c'est un continent où vous pourrez vous rendre dans quelque temps. Et faites le nécessaire pour vous libérer, parce qu'effectivement, en fonction de l'histoire de chacun, vous avez un passé, vous avez des douleurs dans votre passé, un passé douloureux. Vous pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez vous libérer de ça. Hein. Il y a plein de techniques. Et aujourd'hui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Il y a que celle qui vous conviendra. Donc, peu importe que ce soit de l'hypnose, du rebirth, de la libération de mémoire émotionnelle, que ce soit la technique dont j'ai parlé tout à l'heure. Peu importe la technique que vous utiliserez. Mais en tout cas, libérez-vous. Parce que si vous changez rien, il se passera pas grand-chose. Nous arrivons au terme de cette conférence. J'espère vous avoir sensibilisé au fait qu'aller bien, c'est possible et que ça ne dépend que de vous, mais que pour cela, il suffit de le décider et ensuite de s'en donner les moyens, et que ça peut prendre un petit peu de temps et ça peut nécessiter quelques moyens. D'accord ? Si je ne sais pas faire le grand écart, je vais voir une prof de gym. Il va lui falloir 2 minutes pour m'expliquer comment le faire, 2 minutes pour me faire la démonstration. Il me faudra pas plus de temps pour le comprendre, mais j'aurai peut-être besoin de 9 mois d'entraînement quotidien pour y parvenir. D'accord ? Donc, bon exercice à vous.